Le vent de décembre lacérait Manon Dubois comme une lame de verre brisée. Elle serrait son fils nouveau-né contre sa poitrine, son petit corps tremblant de froid. Nicolas Lambert se tenait sur le seuil de ce qui avait été leur maison de campagne en Normandie, et il riait. Ce son, aigu, cruel, définitif, allait résonner dans son esprit pendant des mois. « Tu croyais vraiment que j'allais rester avec toi ?» La voix de Nicolas suintait le dégoût. Derrière lui, Chloé Lefebvre apparut. Ses lèvres rouges se tordirent en un sourire qui retourna l'estomac de Manon. La maîtresse, qui avait dormi dans leur lit, mangeait à leur table, détruisant leur mariage de l'intérieur. Chloé s'avança et cracha. La salive humide frappa la joue gelée de Manon et coula comme de l'acide. Le bébé hurla. Ses cris se mêlèrent au craquement de la glace sous les bottes de Manon alors qu'elle trébuchait en arrière dans la neige. Le vent mordant de la côte normande s'engouffrait dans ses vêtements fins, un simple manteau de laine qui n'était pas conçu pour une telle agression climatique. La neige, fine et glaciale, s'infiltrait par le col de son manteau, lui brûlant la nuque. Le rire de Nicolas, porté par les rafales, semblait se moquer de sa souffrance, de sa vulnérabilité absolue. Il se tenait là, encadré par la porte de leur foyer chaleureux, une silhouette sombre contre la lumière accueillante de l'intérieur, tandis qu'elle était chassée dans les ténèbres glaciales. Chaque détail de la scène était gravé dans sa mémoire, le bois sombre de la porte, la lumière dorée du hall, le sourire triomphant de Chloé, qui se tenait à ses côtés comme si elle avait toujours appartenu à ce décor. « Nicolas, s'il te plaît » murmura Manon, sa voix à peine un souffle dans le vent hurlant. Il fait un froid glacial. Le bébé, il la coupa avec un rire qui ressemblait à des coups de couteau. Ce n'est plus mon problème. Il sortit son téléphone, le lui agita sous le nez. J'ai vidé le compte ce matin. Chaque centime. Tu n'as rien. Les mots la frappèrent plus durement que le froid. Rien. Elle n'avait rien. Pas d'argent, pas de maison, pas de mari. Juste un nourrisson hurlant et des vêtements trop minces pour l'hiver. Nicolas se dirigea vers sa voiture, une luxueuse berline allemande, noire, brillante, chère. Chloé enroula son bras autour de sa taille, jetant un regard en arrière sur Manon, les yeux pleins de victoire. Le moteur rugit. Les feux arrière disparurent dans l'après-midi gris. Manon resta là dans la neige, seule, tremblante, non seulement de froid, mais d'une rage si profonde qu'elle avait l'impression de se noyer. Avez-vous déjà tout perdu en un seul instant? Que feriez-vous si la personne en qui vous aviez le plus confiance devenait votre pire ennemi? Elle avança péniblement dans les rues gelées, un pied après l'autre. Le bébé n'arrêtait pas de pleurer. Ses doigts s'engourdirent. Son visage la brûlait. Chaque respiration était comme avaler des aiguilles. Mais elle continuait de marcher, car s'arrêter signifiait mourir. Et elle refusait de donner cette satisfaction à Nicolas. 5 kilomètres jusqu'au refuge le plus proche. 5 kilomètres d'enfer. Mais quelque chose pressait contre ses côtes. Une lettre arrivait ce matin-là, juste avant que Nicolas ne détruise sa vie. Du papier couleur crème, épais, scellé avec l'insigne de sa grand-mère. Elle l'avait fourré dans la poche de son manteau, prévoyant de la lire plus tard. Puis Nicolas était apparu avec ses valises bouclées, sa nouvelle femme et son sourire cruel, et la lettre avait été oubliée. Sa grand-mère, Monique Dubois, avait été une légende. Elle avait bâti un empire à partir de rien. Elle possédait des hôtels, des biens immobiliers, des actions et des entreprises dont Manon ne connaissait même pas le nom. Quand elle était morte 6 mois plus tôt, Manon avait supposé que tout irait à des parents éloignés. Elle ne s'était jamais attendue à ça. Elle s'effondra maintenant sur le banc gelé d'un arrêt de bus, son fils épuisé enfin silencieux dans ses bras. Elle sortit la lettre de ses mains tremblantes. Le seau se brisa. Elle déplia le papier et lut des mots qui changèrent tout. À ma très chère Manon, tu es l'unique héritière de la fortune Dubois. Avec effet immédiat, tu hérites de tous les actifs, propriétés et participations évaluées à 1,2 milliard d'euros. Contacte l'avocat mentionné ci-dessous. Tu as toujours été plus forte que tu ne le croyais. Maintenant, prouve-le. Les mains de Manon cessèrent de trembler. Le froid n'avait plus d'importance. La faim, l'épuisement, l'humiliation, tout cela s'estompa en un bruit de fond. Elle la relut. Puis encore. Nicolas n'en avait aucune idée. Chloé n'en avait aucune idée. Il pensait l'avoir détruite.
Il pensait avoir gagné. Elle baissa les yeux sur son fils, Léo Dubois, dormant paisiblement maintenant, malgré tout. Ses petits doigts s'enroulèrent autour du bord de son manteau, lui faisant entièrement confiance. Elle ne le décevrait pas. Il pense que c'est la fin, murmura-t-elle, sa voix stable maintenant, calme et dangereuse. Mais ce n'est que le commencement. Elle se leva, ajusta sa prise sur le bébé, et se mit en marche, non pas vers un refuge, non pas pour mendier de l'aide. Elle se dirigea vers l'adresse sur la lettre, l'avocat de sa grand-mère. La chute de neige s'intensifia. Son souffle sortait en nuages. Mais à l'intérieur, quelque chose avait changé. La femme qui avait été jetée dans la neige avait disparu. À sa place se trouvait quelqu'un de plus dur, de plus tranchant, quelqu'un qui comprenait que la patience était une arme, et que la vengeance était un plat qui se servait avec précision. Nicolas ne la verrait jamais venir. Le temps qu'il réalise ce qu'il avait fait, il serait trop tard. L'empire dont il ignorait l'existence l'écraserait. La femme qu'il avait rejetée deviendrait intouchable. Que feriez-vous avec 1 milliard d'euros et un cœur rempli de rage? Pardonneriez-vous ou les feriez-vous payer pour chaque seconde de douleur qu'ils ont causée? Le bureau de l'avocat apparut devant elle, ses lumières brillant chaleureusement dans l'obscurité de l'hiver. Manon monta les marches, son fils en sécurité dans ses bras, et poussa la porte. À l'intérieur, un homme bien habillé leva les yeux de son bureau, la reconnaissance brillant sur son visage. « Madame Dubois, dit-il en se levant rapidement. Nous vous attendions. Votre grand-mère a laissé des instructions très spécifiques. » Manon s'avança, la neige fondant de son manteau sur le sol poli. « Dites-moi tout, dit-elle. » Sa voix était douce. Ses yeux étaient en feu. Et à cet instant, la victoire parfaite de Nicolas Lambert devint la plus grande erreur de sa vie. Le petit appartement vétuste à Blois qu'elle trouva était à peine vivable. Murs fissurés, chauffage en panne, fenêtres qui laissaient entrer plus de froid qu'elle n'en retenait. Elle paya le propriétaire 3 mois d'avance avec l'argent que l'avocat, Jean Leclerc, lui avait avancé. Une infime fraction de la fortune dont elle avait hérité, mais assez pour survivre. Le bébé pleurait toute la nuit. Chaque plainte résonnait contre les murs vides, lui rappelant tout ce qu'elle avait perdu et tout ce qu'elle était sur le point de gagner. Elle n'avait pas encore demandé à l'avocat de débloquer l'intégralité de l'héritage. Pas encore. Le timing était essentiel, et Nicolas devait croire qu'il avait gagné un peu plus longtemps. Les jours se fondirent en une misère gelée. Elle chauffait le lait maternisé sur une plaque chauffante qui fonctionnait à peine. Changeait les couches sur un sol si froid que ses genoux lui faisaient mal. Chaque matin, elle se réveillait épuisée. Chaque nuit, elle s'endormait en complotant. La lettre non ouverte était maintenant posée sur le comptoir. Les mots de sa grand-mère étaient gravés dans sa mémoire. Tu as toujours été plus forte que tu ne le croyais. Maintenant, prouve-le. Le prouver. C'est exactement ce qu'elle ferait. Mais d'abord, elle devait apprendre. Devait comprendre l'empire dont elle avait hérité. Devait devenir quelqu'un que Nicolas ne reconnaîtrait jamais. Elle commença par des recherches. Son ordinateur portable, vieux, lent, à peine fonctionnel, devint sa fenêtre sur un monde dont elle n'avait jamais connu l'existence. Morrison Participation, des portefeuilles immobiliers valant des centaines de millions, des chaînes d'hôtels sur 3 continents, des actions dans des entreprises technologiques, des géants pharmaceutiques, des sociétés énergétiques. Sa grand-mère avait bâti un empire si vaste qu'il faisait ressembler la petite entreprise de construction de Nicolas à un stand de limonade. Et maintenant, tout était à elle. Chaque propriété, chaque action, chaque euro. L'ironie était parfaite. Nicolas l'avait mise à la porte le jour même où elle était devenue plus riche qu'il ne pourrait jamais l'imaginer. Avez-vous déjà découvert que vous aviez un pouvoir que vous ne soupçonniez pas? Qu'en feriez-vous? Aider les autres ou détruire les gens qui vous ont fait du mal? Entre les biberons et les changements de couches, Manon étudiait les documents juridiques que l'avocat lui envoyait, fiducie, loi sur les successions, structure d'entreprise. Des mots qu'elle n'avait jamais compris auparavant devinrent soudainement clairs. Elle apprit la protection des actifs, les comptes offshore, les rachats par endettement. Chaque leçon la rendait plus affûtée. Chaque page tournée la rendait plus dangereuse. La femme que Nicolas avait rejetée disparaissait, remplacée par quelqu'un de calculateur, de patient et d'absolument impitoyable. Mais les souvenirs ne la laissaient pas en paix.
Tard dans la nuit, quand le bébé dormait enfin et que l'appartement tombait dans le silence, ils revenaient en masse. Le rire de Nicolas le jour de leur mariage. La façon dont il la serrait quand elle avait peur, les promesses qu'il avait faites, pour toujours, toujours, jusqu'à la mort. Elle avait cru chaque mot. Croyait que l'amour pouvait survivre à tout. Croyait que l'homme qui l'embrassait sur le front chaque matin ne deviendrait jamais l'homme qui la jetterait dans la neige. Comment réconcilier la personne que vous avez aimée avec le monstre qu'elle est devenue? Elle n'avait pas de réponse. Tout ce qu'elle savait, c'est que le Nicolas qu'elle avait aimé était mort, et que l'homme qui restait méritait tout ce qui allait lui arriver. Les flashbacks la frappaient le plus durement pendant les repas. Elle se souvenait des petits déjeuners dans leur ancienne maison. La lumière du soleil à travers les fenêtres de la cuisine. Nicolas lisant le journal. Elle préparant des croissants et du café au lait comme il les aimait. Des moments simples qui semblaient sacrés à l'époque. Maintenant, ils semblaient être des mensonges. Avait-il déjà planifié cela à l'époque? Chloé était-elle déjà dans le tableau, attendant dans l'ombre? Les questions la rongeaient, mais elle les repoussait. Les émotions étaient des distractions. La vengeance exigeait de la clarté. Elle ne pouvait pas se permettre de se noyer dans les « et si », alors qu'elle avait un empire à réclamer et un mari à détruire. Jean Leclerc lui rendit visite 2 fois cette semaine-là. Il était plus âgé, les cheveux gris, avec des yeux qui en avaient trop vu. « Votre grand-mère parlait souvent de vous », dit-il lors de sa 2e visite, assis sur la seule chaise de l'appartement pendant qu'elle nourrissait le bébé par terre. Elle savait que vous étiez spécial. Savait que vous auriez besoin de cette fortune un jour. Manon leva les yeux vers lui. Savait-elle pour Nicolas? Jean hésita. Elle le soupçonnait. Elle disait qu'elle voyait de la faiblesse en lui, que les hommes comme ça finissent toujours par montrer leur vrai visage. Les mots la blessèrent parce qu'ils étaient vrais. Sa grand-mère avait vu ce que Manon refusait de croire. Quand pourrais-je accéder à tout? Demanda Manon. Jean sortit un dossier. Légalement, tout vous appartient déjà. Mais activer les comptes, transférer les propriétés, prendre le contrôle des entreprises, cela prend du temps. Nous devons le faire avec précaution. Nicolas ne doit rien savoir jusqu'à ce que vous soyez prête. Manon acquiesça. Combien de temps? Jean l'étudia. 3 mois, peut-être 4. Nous agirons discrètement. Mettrons en place des comptes offshore. Transférerons les actifs dans des fiducies qu'il ne pourra pas toucher. Le temps qu'il réalise ce qui se passe, vous serez intouchable. 3 mois. Manon pouvait survivre 3 mois. Elle avait survécu à pire. Que sacrifieriez-vous pour vous venger de quelqu'un qui a détruit votre vie? Attendriez-vous des années si cela signifiait une victoire totale? Jean se leva pour partir mais s'arrêta à la porte. Votre grand-mère vous a laissé un message. Elle l'a enregistré avant de mourir. Il lui tendit une clé USB. Regardez-la quand vous serez prête. Elle voulait que vous compreniez pourquoi elle a bâti cet empire. Après son départ, Manon fixa la clé, le visage de sa grand-mère, sa voix. La femme qui l'avait élevée après la mort de ses parents, qui lui avait appris la force même quand elle se sentait faible. Elle la brancha sur son ordinateur portable. L'écran vacilla. Sa grand-mère apparut, assise dans son bureau, l'air fragile mais féroce. Manon, si tu regardes ça, ça veut dire que tu as hérité de tout ce que j'ai construit. Je suis contente. Tu es la seule qui le mérite. Sa voix était stable, claire. J'ai bâti cet empire parce que le monde a essayé de me briser. Des hommes ont essayé de prendre ce qui était à moi. Ont essayé de me rabaisser. J'ai refusé. Je me suis battu. J'ai gagné. Et maintenant, tu feras de même. Des larmes coulaient sur le visage de Manon. Ne les laisse pas te voir venir. Sois patiente. Sois intelligente. Et quand le moment sera venu, montre-leur exactement qui tu es. La vidéo se termina. Manon resta assise dans l'obscurité, son fils dormant à côté d'elle, les mots de sa grand-mère résonnant. Ne les laisse pas te voir venir. Sois patiente. Montre-leur qui tu es. Elle essuya ses larmes et ouvrit son carnet. Des pages remplies de plans, de stratégies, de calendriers. Elle ajouta une nouvelle entrée, les partenaires commerciaux de Nicolas.
Trouver les faiblesses. Les exploiter. Tout ce que Nicolas possédait, toutes les personnes en qui il avait confiance deviendraient une arme contre lui. Elle ne se contenterait pas de prendre son argent. Elle prendrait sa réputation, sa confiance, son monde entier. Les jours se transformèrent en une semaine. Puis 2. La routine devint mécanique. Nourrir le bébé, étudier les documents, planifier la vengeance, dormir quand l'épuisement l'Y forçait. Le froid ne partait jamais. L'appartement restait gelé, peu importe à quel point elle montait le chauffage cassé. Mais l'inconfort l'alimentait. Chaque frisson lui rappelait la neige. Chaque moment de faim lui rappelait la cruauté de Nicolas. La douleur devint motivation. La souffrance devint force. Et lentement, les fondations de sa vengeance se solidifièrent en quelque chose d'incassable. Elle commença à passer des appels, à d'anciens contacts du réseau de sa grand-mère, des avocats spécialisés dans les OPA, des conseillers financiers qui savaient comment déplacer de l'argent de manière invisible. Chaque conversation ajoutait une pièce au puzzle. Chaque accord la rapprochait du moment où Nicolas comprendrait enfin ce qu'il avait fait. Jean avait raison. Cela prendrait du temps. Mais le temps était son allié maintenant. Nicolas la croyait brisée, affamée, désespérée. Il n'avait aucune idée qu'elle construisait un empire dans l'ombre, préparant une tempête à laquelle il ne survivrait jamais. Préféreriez-vous une vengeance servie rapidement ou regarder votre ennemi tomber lentement, morceau par morceau? À la fin de la 2e semaine, le désespoir de Manon s'était transformé en quelque chose de plus froid, de plus tranchant. Elle se regarda dans le miroir fissuré de la salle de bain, plus mince, plus dure, les yeux brûlants d'un objectif. La femme que Nicolas avait détruite avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un qu'il n'aurait jamais anticipé. Quelqu'un d'assez patient pour attendre, d'assez stratégique pour gagner, et d'assez impitoyable pour savourer chaque seconde de sa destruction. Les jours de Manon devinrent une masterclass en transformation. Chaque matin commençait de la même manière. Nourrir Léo, préparer un café instantané sur la plaque chauffante défaillante, puis plonger dans les documents qui façonneraient son avenir. Jean envoyait des fichiers quotidiennement. Actes de propriété, certificats d'action, relevés bancaires affichant des chiffres si grands qu'ils ne semblaient pas réels. Mais ils l'étaient. Chaque euro, chaque actif, chaque pièce de l'empire que sa grand-mère avait construit était maintenant sous son commandement. La question n'était pas de savoir si elle avait le pouvoir. C'était de savoir comment elle l'utiliserait pour anéantir l'homme qui pensait l'avoir anéanti. Elle commença à cartographier le monde de Nicolas. Son entreprise de construction, Construction Lambert, n'était pas aussi prospère qu'il le prétendait. Les enquêteurs de Jean trouvèrent facilement les failles. Prêt en souffrance, client mécontent, projet en retard. Nicolas survivait sur l'image, pas sur la substance. Il conduisait des voitures chères qu'il ne pouvait pas se permettre, portait des costumes achetés à crédit. La maison de campagne en Normandie dont il l'avait chassée était hypothéquée jusqu'au point de rupture. Tout chez Nicolas Lambert était un mensonge soigneusement construit, et Manon était sur le point d'en exposer chaque parcelle. Mais pas encore. Le timing était primordial. Se précipiter, et il la verrait venir. Attendre trop longtemps, et la satisfaction s'estomperait. Elle avait besoin du moment parfait, où son arrogance atteindrait son apogée et sa garde baisserait complètement. Son carnet était rempli de plans. Page après page de stratégies, de calendriers, de contacts. Elle documentait tout. Les dates où Nicolas l'avait humilié. Les mensonges qu'il avait racontés, l'argent qu'il avait volé. Chaque entrée devenait une preuve. Chaque souvenir devenait du carburant. Le crissement de sa plume sur le papier ressemblait à la justice en train de s'écrire. Tard dans la nuit, avec seulement le bourdonnement du chauffage cassé et la douce respiration de son fils, elle affinait son approche. Il ne s'agissait pas seulement de prendre l'argent de Nicolas. Il s'agissait de démanteler toute son identité, pièce par pièce, jusqu'à ce qu'il ne reste que la vérité de ce qu'il était vraiment, un lâche qui avait jeté sa famille dans la neige. Avez-vous déjà planifié quelque chose de si parfait que le simple fait d'y penser vous faisait sourire? Quelle est la vengeance la plus douce que vous ayez jamais imaginée? Jean lui rendit visite un jeudi après-midi. Il frappa 2 fois, puis entra quand Manon l'appela. Elle était par terre, entourée de papiers, le bébé jouant avec un hochet à côté d'elle. « Vous apprenez vite », dit Jean, ramassant un de ses documents stratégiques.
Ses sourcils se haussèrent en lisant « Acquisition d'entreprises via des sociétés écrans. Procédure d'OPA hostile. » Vous avez bien étudié. Manon leva les yeux, l'épuisement visible sur son visage, mais un feu brûlant dans ses yeux. Je n'étudie pas seulement, je me prépare. Jean s'assit en face d'elle. Votre grand-mère serait fière. Elle a utilisé ces mêmes tactiques pour bâtir Morrison Participation. Il sortit un nouveau dossier. J'ai identifié 3 des principaux investisseurs de Nicolas. Tous sont vulnérables. Leurs portefeuilles sont surendettés. Si nous les approchons correctement, nous pouvons les racheter. Et Nicolas perd ses principales sources de financement. Manon prit le dossier, parcourant les noms. Richard Rowan, Patricia Morale, James Whitmore. Elle les reconnut des dîners d'affaires de Nicolas, les événements où il l'avait exhibé comme un trophée tout en concluant des marchés qu'elle n'avait jamais compris. Maintenant, elle utiliserait ces mêmes personnes pour lui couper l'herbe sous le pied. Combien de temps avant que nous puissions agir ? Demanda-t-elle. J'en réfléchis. Rowan est déjà en difficulté. Nous pourrions acquérir sa position en 2 semaines. Morale et Whitmore prendront plus de temps, peut-être 6 semaines. Mais une fois que nous contrôlerons leurs actions, l'entreprise de Nicolas deviendra nôtre à manipuler. Nôtre à manipuler. Les mots avaient le goût de la victoire. Manon hocha lentement la tête. Faites-le. Commencez par Rowan. Faites une offre assez généreuse pour qu'il ne puisse pas refuser, mais structurez-la de manière à ce que Nicolas ne sache jamais d'où vient l'argent. Jean sourit, une expression rare sur son visage habituellement stoïque. Vous êtes vraiment l'héritière de votre grand-mère. Après le départ de Jean, Manon se tint à la fenêtre, regardant la neige tomber sur Blois. Quelque part là dehors, Nicolas vivait sa meilleure vie, probablement au lit avec Chloé, probablement en train de rire de la femme qu'il avait jetée. Il n'avait aucune idée que la femme qu'il avait détruite rachetait discrètement son monde. Que chaque investisseur en qui il avait confiance était sur le point de devenir son arme. Que son empire de la construction était sapé de l'intérieur pendant qu'il célébrait sa liberté. L'ironie dramatique était délicieuse. Nicolas pensait s'être échappé, mais il s'était en fait enfermé dans une cage que Manon construisait autour de lui. Léo se mit à pleurer. Manon le prit, le tenant contre sa poitrine. « Ton père pense qu'il a gagné », murmura-t-elle. « Il pense que nous abandonner l'a rendu libre. Mais il va bientôt apprendre que la liberté est une illusion. Et que la femme qu'il a détruite est la seule chose qu'il ait jamais protégée de lui-même. » Elle le nourrit, le changea, le coucha pour une sieste. Puis elle retourna à ses papiers, ses plans, ses stratégies. Chaque détail comptait. Chaque mouvement devait être parfait. La vengeance n'était pas une question de colère. C'était une question de précision. Elle commença à rédiger des lettres aux clients de Nicolas, pas pour les envoyer tout de suite, mais pour être prête le moment venu. Chaque lettre détaillait les retards de projet, les dépassements de coûts, les violations de sécurité que les enquêteurs de Jean avaient découvertes. Le moment venu, ces lettres partiraient simultanément, inondant le monde de Nicolas de problèmes qu'il ne pourrait pas résoudre assez vite. Sa réputation s'effondrerait du jour au lendemain. Ses clients fuiraient. Ses investisseurs paniqueraient. Et pendant tout ce temps, Manon regarderait depuis l'ombre, invisible et intouchable. Préféreriez-vous affronter votre ennemi directement ou le détruire discrètement depuis l'ombre ? Qu'est-ce qui semble plus puissant, leur visage quand ils réalisent ce que vous avez fait ou savoir qu'ils ne vous ont jamais vu venir ? Son téléphone sonna. Numéro inconnu. Elle répondit avec prudence. Madame Dubois ? Une voix de femme. Professionnelle, nette. C'est Valérie Bernard, des Hôtels Morrison. L'assistante de direction de votre grand-mère. J'attendais votre appel. Manon se redressa. Je ne savais pas que je devais appeler. Valérie rit doucement. Vous ne le deviez pas, mais je savais que vous hériteriez et que vous auriez besoin d'aide. Votre grand-mère m'a tout appris. J'aimerais faire de même pour vous. Elles parlèrent pendant 1 heure. Valérie expliqua l'empire hôtelier. 32 établissements en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Un chiffre d'affaires annuel dépassant les 800 millions. Un personnel de plusieurs milliers de personnes. Votre grand-mère dirigeait cela avec son instinct et sa volonté, dit Valérie. Elle n'a jamais laissé personne lui dire ce qu'elle ne pouvait pas faire.
Je vois ce même feu dans votre voix. Manon sentit quelque chose changer en elle. J'ai besoin d'apprendre vite, tout. La finance, les opérations, les négociations. J'ai besoin de devenir quelqu'un que mon mari ne reconnaîtrait pas. Valérie resta silencieuse un instant. Votre mari est Nicolas Lambert, n'est-ce pas? Manon se tendit. Comment le saviez-vous? La voix de Valérie devint froide. Votre grand-mère tenait des dossiers sur tout le monde dans votre vie. Elle savait pour Nicolas, savait pour Chloé. Elle ne lui faisait pas confiance. C'est pourquoi elle a structuré l'héritage pour vous protéger. La révélation la frappa durement. Sa grand-mère avait su, avait vu la vraie nature de Nicolas, avait intégré des protections dans le testament pour s'assurer qu'il ne pourrait jamais toucher à la fortune. Il y a une clause, continua Valérie. Tout conjoint ou partenaire qui vous cause du tort est automatiquement exclu de l'héritage. Nicolas n'a aucun droit légal sur ce que vous possédez. Même s'il essayait de vous poursuivre, il perdrait. Manon sentit les larmes monter mais les repoussa. Sa grand-mère l'avait protégé même au-delà de la tombe. Je veux tout apprendre, dit Manon, sa voix stable. Je veux diriger cet empire comme elle l'a fait, et je veux l'utiliser pour m'assurer que Nicolas Lambert regrette chaque seconde de ce qu'il m'a fait. L'approbation de Valérie passa à travers le téléphone comme une chaleur. Alors, commençons. Demain, je prends l'avion pour vous rejoindre. Nous commencerons par les bases. Lire les états financiers, comprendre les positions sur le marché, apprendre les tactiques de négociation. D'ici 3 mois, vous serez prête à prendre votre place à la tête de Morrison Participation, et Nicolas Lambert ne saura jamais ce qui l'a frappé. Elles raccrochèrent. Manon resta assise dans le silence de son appartement glacial, son fils dormant paisiblement, son avenir se cristallisant soudainement. Elle n'allait pas seulement survivre. Elle allait prospérer. Elle allait devenir assez puissante pour que la cruauté de Nicolas ressemble à la crise de colère d'un homme petit et insignifiant. Elle ouvrit son carnet sur une nouvelle page et écrivit « Morrison Participation, mon arme. Nicolas Lambert, ma cible. Chloé, dommage collatéral. Calendrier, 3 mois jusqu'à ce que je sois intouchable. 6 mois jusqu'à ce qu'il soit détruit. » Elle souligna la dernière phrase 2 fois. Puis elle ferma le carnet, se dirigea vers la fenêtre et regarda les lumières de la ville. Quelque part là dehors, Nicolas célébrait sa victoire. Laissez-le célébrer. Laissez-le penser qu'il avait gagné. Car lorsque Manon Dubois sortirait de l'ombre, elle ne se contenterait pas de reprendre ce qu'il avait volé. Elle prendrait tout ce qu'il avait jamais eu et tout ce qu'il avait jamais espéré être. Valérie Bernard arriva un mardi matin, portant 2 mallettes en cuir et arborant une confiance qui emplit le petit appartement comme un parfum. Elle était plus âgée que Manon ne l'avait imaginé, la cinquantaine, des cheveux argentés tirés en un chignon serré, des yeux qui ne manquaient rien. « C'est ici que vous vivez ?» demanda Valérie, non pas avec jugement, mais avec l'évaluation clinique de quelqu'un qui calcule les prochaines étapes. Manon tenait son fils sur sa hanche, soudain consciente de la petitesse de son monde. « C'est temporaire. » Valérie posa les mallettes. « Tout est temporaire jusqu'à ce que vous en décidiez autrement. Votre grand-mère a vécu dans la pauvreté avant de bâtir son empire. Elle vous dirait la même chose que je suis sur le point de vous dire, la souffrance forge le caractère, mais rester dans la souffrance ne construit rien. Il est temps de déménager. » En 1 heure, Valérie avait passé 3 appels. L'après-midi, des déménageurs arrivèrent. Le soir, Manon se trouvait dans un pantouf surplombant Paris, des fenêtres du sol au plafond, un plancher chauffant, une nurserie déjà meublée avec tout ce dont son fils pouvait avoir besoin. C'est l'une des propriétés de Morrison Participation, expliqua Valérie, regardant le visage de Manon. Dernier étage. Ascenseur privé, une sécurité qui rendrait les services secrets jaloux. Personne ne monte ici sans votre permission. Manon traversa des pièces qui semblaient sorties d'un rêve. Une cuisine avec des appareils qui fonctionnaient réellement. Une salle de bain avec une baignoire assez profonde pour s'y noyer. Une chambre avec un lit si grand qu'elle pouvait y disparaître. Combien cela coûte-t-il? Valérie sourit. Vous êtes propriétaire de l'immeuble. Cet appartement est vide depuis la mort de votre grand-mère. Elle le gardait pour des moments comme celui-ci, quand la famille avait besoin d'un sanctuaire. Le changement fut immédiat.
Manon passa d'un appartement glacial et délabré à un luxe qu'elle n'aurait jamais imaginé. Mais Valérie ne la laissa pas s'installer. Le confort est un piège, dit-elle le lendemain matin, étalant des documents financiers sur la table de la salle à manger pendant que Manon nourrissait Léo. Votre grand-mère ne s'est jamais installée dans le confort. C'est pourquoi elle est restée vive d'esprit. Vous ferez de même. Manon regarda les papiers. Morrison Participation, rapport trimestriel, marge bénéficiaire, ventilation des dépenses. Des chiffres qui l'auraient terrifié un mois auparavant ressemblaient maintenant à des énigmes à résoudre. Par où commençons-nous? Valérie tapa sur une ligne spécifique. Ici. Les revenus de l'hôtel de Paris ont chuté de 4% le trimestre dernier. Pourquoi? Avez-vous déjà senti votre cerveau se reconfigurer en apprenant quelque chose de nouveau? Ce moment où la confusion devient clarté et où vous réalisez que vous devenez quelqu'un de complètement différent. Manon étudia les chiffres. Les coûts de personnel ont augmenté. Les scores de satisfaction des clients ont baissé. Ces deux choses sont liées. Valérie acquiesça. Exactement. Le directeur a fait des économies sur la formation pour économiser de l'argent, ce qui a nui au service, ce qui a fait fuir les clients. Quelle est la solution? Manon réfléchit. Remplacer le directeur. Investir dans la formation. Un coût à court terme pour un gain à long terme. Valérie sourit. Non pas le sourire poli d'encouragement, mais le sourire sincère de quelqu'un qui reconnaît une intelligence égale. Votre grand-mère aurait dit exactement la même chose. Elles passèrent en revue cas après cas. Les propriétés de Londres sous-performantes. Les établissements de New York prospèrent. Les opportunités d'expansion à Tokyo. Chaque scénario affinait les instincts de Manon. Elle commença à voir des schémas. Où investir, où couper, où pousser. Valérie lui apprit le langage du pouvoir, comment lire les états financiers comme des histoires, comment repérer les faiblesses des concurrents, comment négocier en position de force. Les affaires sont une guerre menée avec des tableurs, dit Valérie. Votre grand-mère l'avait compris. Elle n'a jamais tiré un coup de feu, mais elle a détruit des hommes qui l'ont sous-estimé. Manon absorbait chaque leçon comme de l'oxygène. C'était la survie. C'était devenir quelqu'un que Nicolas ne reconnaîtrait jamais. Pendant ce temps, Jean exécutait leur plan avec une précision chirurgicale. Richard Rowan, le principal investisseur de Nicolas, reçut une offre qu'il ne pouvait refuser. 3 fois la valeur de ses actions dans Construction Lambert, paiement en espèces, sans poser de questions. Rowan accepta l'accord en 48 heures. Nicolas n'a jamais su que l'argent provenait de sociétés écrans contrôlées par Manon. 1 de moins, encore 2. Jean appelait avec des mises à jour 2 fois par semaine. Patricia Moral est nerveuse. Son portefeuille a subi des pertes sur le marché baissier. Elle est vulnérable. Manon, désormais confiante dans le langage des affaires, répondit immédiatement. Offrez-lui 2,5 fois la valeur de ses actions, mais structurez-le comme une conversion de prêt. Faites-lui croire qu'elle se retire avant le crash. Jean gloussa. Vous apprenez vite. La transformation n'était pas seulement financière. Elle était physique. Valérie fit venir un styliste. Votre grand-mère croyait que la présentation était le pouvoir. Les gens respectent ce qu'ils voient avant d'entendre ce que vous dites. Manon s'assit sur une chaise pendant que le styliste travaillait. Ses cheveux, négligés pendant des mois, furent coupés en couches nettes qui encadraient son visage comme une arme. Des vêtements arrivèrent, des tailleurs sur mesure, des robes élégantes, des chaussures qui claquaient avec autorité. Elle se tint devant le miroir et se reconnut à peine. La femme qui la regardait semblait dangereuse, intouchable, ne ressemblant en rien à la personne que Nicolas avait jetée dans la neige. Changeriez-vous tout de vous-même pour devenir puissant, ou vous accrocheriez-vous à qui vous étiez, même si cela signifiait rester faible? Qu'est-ce qui compte le plus, rester fidèle à soi-même ou devenir ce que vous devez être pour gagner? Valérie la regarda examiner son reflet. Votre grand-mère disait que la transformation n'est pas une trahison, c'est une évolution. La femme que vous étiez ne pouvait pas survivre à ce que Nicolas a fait. La femme que vous devenez le détruira pour cela. Manon se détourna du miroir. Quand est-ce que je prends officiellement le contrôle de Morrison Participation? Officiellement? Valérie sortit un dossier.
Le conseil d'administration se réunit dans 6 semaines. Ils voteront pour vous confirmer en tant que PDG. C'est une formalité. Vous détenez déjà la majorité des parts. Mais apparaître devant eux, commander cette salle, c'est à ce moment-là que vous deviendrez vraiment intouchable. 6 semaines. Manon calcula rapidement. Cela lui donnait le temps de maîtriser l'entreprise, de finaliser l'acquisition des investisseurs de Nicolas et de se préparer au moment parfait pour se révéler. Nicolas n'en avait toujours aucune idée. Il paradait encore dans sa vie, pensant s'être échappé, pensant que la femme qu'il avait détruite souffrait quelque part dans la pauvreté. L'ironie dramatique la fit sourire. Chaque jour qu'il passait à célébrer était un autre jour où elle construisait la cage autour de lui. Chaque nuit où il dormait paisiblement était une autre nuit où elle affûtait la lame. Jean appela de nouveau. Moral a accepté. Nous contrôlons maintenant 48% de la base d'investisseurs de Nicolas. Encore un, il perd le soutien majoritaire. La voix de Manon était stable, calme et mortelle. Passez à Whitmore. Quoi qu'il en coûte. Le bébé grandissait, plus fort, dans la chaleur de leur nouvelle maison. Il souriait maintenant, riait, tendait vers elle de petites mains qui n'avaient aucun souvenir du froid. Manon le tenait dans la nurserie, debout près des fenêtres qui surplombaient la ville où vivait Nicolas, complètement inconscient. « Ton père pense qu'il a gagné », murmura-t-elle. « Il pense que nous quitter l'a rendu libre. Mais chaque seconde qu'il a passée à célébrer, je construisais ça. Et quand il verra enfin ce que je suis devenu, il sera trop tard pour les excuses, trop tard pour les regrets. Il saura exactement ce qu'il a jeté, et ça le détruira. » Elle embrassa le front de son fils, « Et tu grandiras en sachant que ta mère a été assez forte pour transformer la souffrance en pouvoir. » Valérie la trouva là 1 heure plus tard. « Vous avez l'air différente, » observa-t-elle. Manon se détourna de la fenêtre. « Je me sens différente. Il y a 1 mois, je gelais dans un appartement délabré, me demandant comment j'allais survivre. Maintenant, je vis dans un Penthouse, je dirige un empire d'1 milliard d'euros et je planifie la destruction d'un homme qui pensait que je n'étais rien. » L'expression de Valérie était indéchiffrable. « Est-ce que ça fait du bien ?» Manon réfléchit. « C'est nécessaire. Nicolas doit apprendre que la cruauté a des conséquences. Qu'on ne peut pas jeter les gens et s'attendre à aucune répercussion. Il m'a tout pris. Maintenant, je lui prends tout. Ce n'est pas de la vengeance. C'est un équilibre. » Les semaines se fondirent en un rythme d'apprentissage et de planification. Manon étudiait les rapports financiers au petit déjeuner, assistait à des visioconférences avec les directeurs d'hôtels au déjeuner, et examinait les stratégies juridiques avant de se coucher. Elle devint experte dans le langage du pouvoir, roi, positionnement sur le marché, rachat par endettement, OPA hostile. Des mots qui ne signifiaient rien 1 mois auparavant roulaient maintenant sur sa langue comme des armes. Valérie la poussait constamment, plus vite, plus affûtée. Votre grand-mère pouvait analyser la valeur d'une entreprise en 10 minutes. Vous devez le faire en 5. Manon répliqua. Je ne suis pas ma grand-mère. Les yeux de Valérie brillèrent. Non, vous êtes meilleure. Elle a construit à partir de rien. Vous construisez à partir de la douleur. Cela vous rend dangereuse d'une manière qu'elle n'a jamais été. J'en rappela avec la dernière pièce. Whitmore a cédé. Nous lui avons offert un poste de consultant chez Morrison Participation. Le triple de son revenu actuel. Un travail minimal. Il votera comme nous le souhaitons sur les décisions de construction Lambert. Manon sentit quelque chose se mettre en place. Donc, nous contrôlons les investisseurs de Nicolas maintenant. La satisfaction de Jean passa à travers le téléphone. Complètement. Il ne le sait juste pas encore. Pour lui, tout va bien. Rowan, Moral et Whitmore sont toujours ses partenaires. Il n'a aucune idée qu'ils vous répondent maintenant. La cage était complète. Nicolas était piégé, pensant toujours être libre. Le décor parfait pour la chute parfaite. Préféreriez-vous que votre ennemi sache que vous arrivez ou qu'il tombe dans un piège qu'il n'a jamais vu? Qu'est-ce qui est le plus doux, la peur dans ses yeux quand il vous voit ou le choc quand il réalise qu'il est déjà vaincu? Manon se tenait à ses fenêtres de Penthouse cette nuit-là, la ville s'étendant en dessous comme un échiquier. Nicolas était quelque part là dehors, dormant paisiblement, rêvant de son avenir avec Chloé, confiant dans sa victoire.
Il n'avait aucune idée que ses investisseurs étaient partis. Son entreprise était compromise. Sa femme était devenue la chose la plus puissante qu'il ait jamais rencontrée. Manon leva un verre de Sancerre que Valérie avait ouvert plus tôt. À la transformation, murmura-t-elle, et à l'homme qui l'a rendu nécessaire. Elle but, et dans le reflet de la fenêtre, elle vit quelqu'un que Nicolas Lambert ne reconnaîtrait jamais. Quelqu'un de patient, de puissant, et d'absolument sans pitié. Le matin où Manon entra pour la première fois au siège de Morrison Participation, elle comprit ce que sa grand-mère avait bâti. Du verre et de l'acier s'élevant sur 40 étages dans le ciel parisien. Des sols de hall polis comme des miroirs. Des employés se déplaçant avec détermination dans des espaces conçus pour intimider. Le garde de sécurité à la réception leva les yeux à son approche, la reconnaissance vacillant sur son visage. « Madame Dubois, nous vous attendions. » Il se leva, appuya sur un bouton, et un ascenseur privé s'ouvrit immédiatement. 40e étage. « Madame Bernard vous attend. » Manon entra, ses talons claquant contre le marbre, son reflet se multipliant dans les murs polis. La femme qui la regardait portait le pouvoir comme une seconde peau, tailleur noir sur mesure, coiffure précise, bijoux qui captaient la lumière comme des avertissements. Elle se reconnut à peine. Valérie l'accueillit à l'ascenseur, tablette à la main, déjà en mouvement. Réunion du conseil dans 20 minutes. J'ai préparé vos points de discussion, mais vous n'en aurez pas besoin. Ces gens travaillent pour vous. Ils ne savent juste pas encore à quel point. Elles traversèrent des couloirs bordés d'œuvres d'art valant des millions. Passèrent devant des salles de conférences où se concluaient quotidiennement des marchés qui façonnaient les économies, pour entrer dans un bureau qui coupa le souffle de Manon. Un espace d'angle. Des fenêtres surplombant toute la ville. Un bureau fait d'un bois plus ancien que le pays. C'était le bureau de votre grand-mère, dit doucement Valérie. Personne n'y a touché depuis sa mort. Il vous attendait. Manon passa ses doigts sur le bureau. Sentant l'histoire, sentant le pouvoir, sentant le poids de tout ce qui allait changer. Les membres du conseil d'administration arrivèrent à 9 heures précises. 12 visages, certains curieux, d'autres sceptiques, tous en train de l'évaluer. Le président, Robert Masterson, lui tendit la main. Madame Dubois, votre grand-mère parlait souvent de vous. Nous sommes ravis de rencontrer enfin l'héritière. Son ton suggérait qu'il s'attendait à une enfant jouant à la grande dame, pas à la femme qui se tenait devant lui. Manon lui serra fermement la main, soutint son regard plus longtemps que confortable. Ma grand-mère a bâti quelque chose d'extraordinaire. J'ai l'intention de l'étendre. Elle prit sa place à la tête de la table, la position de pouvoir, et vit le doute vaciller sur plusieurs visages. Bien. Laissez-les douter. Elle leur prouverait le contraire dans les 30 prochaines minutes. Avez-vous déjà franchi le seuil d'une pièce en sachant qu'elle vous appartenait avant tout le monde? Quelle est la sensation du pouvoir la première fois que vous le tenez? Terrifiante ou enivrante? Valérie projeta les rapports trimestriels sur les écrans. Manon se leva, dominant la pièce sans élever la voix. Morrison Participation a affiché de bons chiffres le trimestre dernier, mais le bon n'est pas suffisant. L'hôtel de Paris est sous-performant. Des changements de direction sont déjà en cours. Les propriétés de Londres ont besoin d'investissements pour la rénovation. J'ai alloué 30 millions pour des améliorations. L'expansion à Tokyo est notre principale opportunité de croissance. J'autorise les négociations pour 3 nouvelles propriétés. Elle fit défiler les diapositives que Valérie avait préparées, mais les mots étaient les siens. La vision était la sienne. Projection de revenus pour l'année prochaine, croissance de 12%. L'année suivante, 15%. Quiconque pense que c'est impossible n'a pas prêté attention à ce que cette entreprise peut faire. Robert Masterson se pencha en avant. Avec tout le respect que je vous dois, Madame Dubois, vous êtes aux commandes depuis moins de 2 mois. Ce sont des objectifs agressifs. Manon le regarda dans les yeux. Ma grand-mère a bâti cet empire en 20 ans. Je prévois de le doubler en 10. Si c'est trop agressif pour vous, Robert, je suis sûr que nous pouvons trouver quelqu'un qui partage ma vision. Le silence emplit la pièce comme une pression. Personne ne parla. Personne ne bougea. Puis Masterson sourit. Un respect sincère perçant à travers son scepticisme. Votre grand-mère aurait dit la même chose.
Bienvenue chez Morrison Participation, Madame Dubois. Nous sommes prêts à vous suivre. Le conseil vota à l'unanimité. Manon Dubois, confirmée PDG. 28 ans, milliardaire, intouchable. Après la réunion, Valérie l'a pris à part. Vous avez géré ça parfaitement. Ferme sans être agressive, confiante sans être arrogante. Votre grand-mère m'a appris à lire les salles. Vous êtes une naturelle. Manon sentait encore l'adrénaline monter. Combien d'entre eux savent pour Nicolas? L'expression de Valérie s'assombrit. Aucun. Mais ils le sauront assez tôt. Jean a appelé pendant que vous étiez en réunion. Nicolas essaie d'obtenir un prêt pour un nouveau projet de développement. Il a contacté 4 banques. Les 4 sont détenues ou partiellement contrôlées par Morrison Participation. Nous pouvons tuer l'affaire d'un mot. Le sourire de Manon était froid. Pas encore. Laissez-le s'enthousiasmer. Laissez-le penser que ça va se faire, puis retirez-le au dernier moment. Je veux qu'il ressente l'espoir avant de ressentir le désespoir. Écraseriez-vous votre ennemi immédiatement, ou le laisseriez-vous espérer d'abord juste pour que la chute fasse plus mal? Qu'est-ce qui détruit quelqu'un plus vite, une justice rapide ou une torture lente? La transformation se poursuivit au-delà des affaires. Manon engagea un entraîneur personnel. Des séances d'entraînement à l'aube qui la laissèrent plus forte, plus affûtée. Une nutritionniste qui lui apprit que la nourriture était un carburant, pas un réconfort. Un styliste qui créa une garde-robe qui communiquait le pouvoir avant qu'elle ne parle. Chaque détail comptait. Chaque élément de sa présentation devint une arme. Quand elle entrait dans une pièce maintenant, la conversation s'arrêtait. Les gens la remarquaient. Les gens se souvenaient. Elle était devenue le genre de femme que Nicolas verrait à travers une salle bondée et ne reconnaîtrait pas avant qu'il ne soit trop tard. Son fils s'épanouissait dans leur nouveau monde. La nounou que Valérie avait engagée était chaleureuse mais professionnelle, quelqu'un qui comprenait que Manon devait construire un empire et élever un enfant simultanément. Manon passait ses soirées avec lui, le tenant pendant qu'elle examinait des contrats, chantant des berceuses entre 2 conférences téléphoniques. Il était son rappel de pourquoi tout cela importait. Nicolas les avait tous les 2 jetés. Maintenant, elle s'assurerait que son fils grandirait en sachant que sa mère avait transformé cette cruauté en pouvoir. Que la faiblesse pouvait devenir force si l'on était assez patient pour endurer la transformation. Que Dubois était un nom qui commandait le respect, pas la pitié. Jean appela pendant le déjeuner. Nicolas fait la fête. Il pense que le prêt est approuvé. Il a déjà signé des contrats avec des constructeurs, promis des délais aux clients. Il s'est surendetté sur la base d'un argent qu'il n'a pas encore. Manon sirota son café, regardant la ville depuis son bureau. Quand s'attend-il à ce que les fonds soient transférés? Jean consulta ses notes. 2 semaines. Les banques le font magnifiquement patienter. Il ne se doute de rien. 2 semaines. Manon calcula. Cela nous laisse le temps de passer à la phase suivante. Ses partenaires commerciaux, ceux qui ne sont pas investisseurs. Je veux des dossiers détaillés sur chacun d'eux. Faiblesse, scandale, tout ce que nous pouvons utiliser comme levier. Quand le prêt de Nicolas tombera à l'eau, je veux que tout son système de soutien s'effondre simultanément. Valérie entra avec une autre mise à jour. Le gala des hôtels Morrison a lieu dans 3 semaines. Levée de fonds annuelle. Toutes les grandes figures des affaires de la ville y assistent. Votre grand-mère ne l'a jamais manqué. Le conseil s'attend à ce que vous y soyez. Manon se détourna de la fenêtre. Qui d'autre y assiste? Valérie sourit d'un air entendu. Tous ceux qui comptent, y compris plusieurs clients de Nicolas, plusieurs de ses associés restants. C'est l'événement social de la saison. L'endroit parfait pour faire impression. Les rouages dans l'esprit de Manon tournèrent. Nicolas ne sait pas encore que je suis PDG, n'est-ce pas? Valérie secoua la tête. Personne en dehors de Morrison Participation ne le sait. Nous avons gardé votre identité complètement privée pour le monde extérieur. L'héritière Dubois est encore un mystère. Le sourire de Manon était prédateur. Bien. Gardez ça comme ça jusqu'au gala. Je veux que ma première apparition publique soit inoubliable. Les 2 semaines suivantes furent un tourbillon de préparation. Manon étudia chaque détail du gala.
Qui y assisterait, où il serait assis, quelle conversation aurait lieu? Elle mémorisa les visages, les noms et les entreprises, prépara des points de discussion pour chaque personnage clé. Valérie la faisait répéter constamment. Cette personne contrôle l'immobilier commercial dans 3 régions. Celle-ci possède la plus grande entreprise de fourniture de construction de France. Celle-là est le plus gros client restant de Nicolas. Manon absorba tout, cataloguant les informations comme des munitions. Chaque personne à ce gala était soit un allié à recruter, soit un ennemi à neutraliser. Il n'y avait plus de terrain d'entente. Le pouvoir ne permettait pas la neutralité. Son apparence fut calculée jusqu'au moindre détail. La robe, conçue sur mesure, bleu nuit, élégante mais imposante. Les bijoux, des diamants qui captaient la lumière comme des étoiles capturées. Des pièces de famille de la collection de sa grand-mère. La coiffure et le maquillage, sophistiqués, intemporels, le genre de beauté qui exigeait l'attention sans la mendier. Quand elle se regarda dans le miroir la veille du gala, elle vit quelqu'un que Nicolas regarderait fixement à travers la pièce, attiré par la beauté, figé par la reconnaissance, détruit par la compréhension. Elle n'était pas la femme qui l'avait jeté. Elle était la femme qui allait le jeter. Et contrairement à lui, elle s'assurerait qu'il comprenne exactement ce qu'il avait perdu. Préféreriez-vous arriver à une fête et choquer tout le monde, ou préféreriez-vous qu'il ne vous voie jamais venir jusqu'à ce que vous soyez juste en face d'eux? Valérie l'aida avec les dernières retouches. Votre grand-mère a assisté à son premier gala à 25 ans. Elle est entrée inconnue. Elle est sortie propriétaire de la moitié de la salle. Elle disait que la clé était la confiance. Pas le genre bruyant qui demande de l'attention, mais le genre silencieux qui suppose que vous l'avez déjà. Manon ajusta son collier. Nicolas sera là. Valérie acquiesça. Avec Chloé. Ils célébreront son projet à venir. Celui qui n'aura jamais lieu. Timing parfait. Manon prit sa pochette, jeta un dernier regard dans le miroir. Alors, ne les faisons pas attendre. Le trajet en voiture jusqu'au gala fut silencieux. Manon regarda les lumières de la ville défiler, pensant à la femme qu'elle avait été il y a 3 mois. Gelée, affamée, humiliée. Cette femme était morte. À sa place se trouvait quelqu'un de forgé dans la cruauté, aiguisé par la souffrance, poli par le pouvoir. Nicolas avait essayé de la détruire. Au lieu de cela, il avait créé la seule chose qui pouvait le détruire. Elle pensa à son visage quand il l'avait quittée, la jetant dans la neige. Pensa au ricanement de Chloé. Pensa à chaque moment de douleur et comment chacun était devenu le carburant de cette transformation. Le temps que la voiture s'arrête devant le lieu de l'événement, Manon Dubois n'était pas nerveuse. Elle était prête. La salle de bal de l'hôtel scintillait comme un palais. Lustre en cristal, fenêtre du sol au plafond surplombant Paris, table dressée avec précision, invités en tenue de créateur, se mêlant avec des coupes de champagne et des sourires de circonstance. Manon se tint à l'entrée, Valérie à ses côtés, et sentit tous les yeux se tourner. Les conversations s'interrompirent. La reconnaissance se propagea dans la foule, non pas de qui elle était, mais du pouvoir qu'elle projetait. Puis quelqu'un murmura son nom. C'est elle. C'est l'héritière Dubois. Les murmures se répandirent comme une traînée de poudre. En quelques secondes, toute la salle sut. En 1 minute, les gens s'approchaient, se présentaient, cherchant son attention. Et de l'autre côté de la salle de bal, près du bar, Nicolas Lambert se tenait figé, sa coupe de champagne à mi-chemin de ses lèvres, fixant la femme qu'il avait détruite, transformée, radieuse, et sur le point de ruiner son monde entier. Le bureau de Nicolas Lambert était tout ce qu'il avait toujours désiré, des sols en marbre poli qui reflétaient son succès, des meubles de créateurs qui criaient la richesse, des fenêtres du sol au plafond surplombant la ville qu'il pensait posséder. Assis derrière son bureau en acajou, il examinait les contrats du projet de développement qui devait lui rapporter des millions, ignorant totalement que chaque signature qu'il apposait construisait son propre cercueil. Chloé se prélassait sur le canapé en cuir près de la fenêtre, parcourant son téléphone, riant parfois d'une chose qu'elle seule trouvait amusante. « Chérie, quand est-ce que l'argent arrive ?» demanda-t-elle sans lever les yeux. Nicolas sourit, la confiance suintant de chaque mot. « Dans 2 jours. Les banques ont tout confirmé. Ce projet triplera notre valeur nette. Notre valeur nette. Comme si elle avait construit quoi que ce soit.
Comme si elle méritait un seul euro de ce qu'il avait volé. Les caméras de sécurité qu'il avait installées dans tout le bureau le faisaient se sentir invincible. Chaque conversation enregistrée, chaque visiteur documenté, chaque angle couvert. Nicolas croyait que le contrôle signifiait la sécurité, que la préparation signifiait la protection. Il ne réalisait pas que la femme qu'il avait détruite avait passé 3 mois à l'étudier, à apprendre ses habitudes, à racheter ses investisseurs, à démanteler son empire pièce par pièce, pendant qu'il paradait dans sa vie en pensant avoir gagné. L'ironie dramatique était presque insoutenable. Les spectateurs savaient que la tempête approchait, mais Nicolas restait aveugle, arrogant, dangereusement confiant dans une victoire qui lui avait déjà glissé entre les doigts. Chloé se leva, se dirigea vers son bureau, se percha sur le bord. « Je n'arrive toujours pas à croire que tu étais marié à cette femme pathétique. Qu'est-ce que tu lui trouvais ?» Nicolas se pencha en arrière, les mains derrière la tête. Manon était pratique. Douce, obéissante. Tout ce qu'une femme devrait être jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte et devienne inutile. Ces mots étaient désinvoltes, cruels, prononcés avec l'aisance de quelqu'un qui n'a jamais fait face aux conséquences. Chloé rit. Ce sont aigus qui grinçaient comme des ongles sur du verre. Tu te souviens de son visage quand tu l'as mise à la porte? Mon Dieu, j'aurais aimé prendre une photo. Elle avait l'air si brisée. Ils rirent ensemble. Deux prédateurs célébrant une proie. Ils pensaient avoir détruit Manon, ignorant complètement que leur proie s'était transformée en quelque chose qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Avez-vous déjà vu quelqu'un célébrer debout sur un sol qui s'effondre? L'ignorance rend-elle la tragédie plus douce ou simplement plus pathétique? Le téléphone de Nicolas vibra. Un message de Richard Rowan, son principal investisseur. Il faut qu'on parle. Appelle-moi. Nicolas fronça les sourcils, mais ne s'inquiéta pas. Rowan était toujours nerveux pour quelque chose. Il l'appellerait plus tard. Pour l'instant, il avait des contrats à finaliser, des rêves à planifier, un avenir à construire sur des fondations de sable. Chloé l'embrassa dans le cou, murmurant à propos de la maison qu'ils achèteraient une fois l'argent arrivé, les voitures, les vacances, tout ce dont ils profiteraient avec de l'argent qui n'arriverait jamais. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, au siège de Morrison Participation, Manon était assise dans le bureau de sa grand-mère, examinant les dossiers de Nicolas avec la précision d'un chirurgien planifiant une opération. Jean avait livré des rapports mis à jour ce matin-là. Chaque relation d'affaires que Nicolas entretenait. Chaque contrat qu'il avait signé, chaque promesse qu'il avait faite sur la base d'un argent qu'il ne recevrait jamais. Ses fournisseurs de matériaux de construction commencent à s'inquiéter, expliqua Jean, pointant des sections surlignées. Il leur doit 300 000 € d'arriérés. Ils ont été patients parce qu'il a promis que le prêt couvrirait tout. Quand il n'arrivera pas, ils lui couperont immédiatement ses lignes de crédit. Manon traça une ligne avec son doigt sur la page. Et que se passera-t-il alors? Jean sourit sinistrement. Ses projets actuels s'arrêteront. Ses clients le poursuivront pour rupture de contrat. Sa réputation s'effondrera du jour au lendemain. Et ça, c'est avant que nous n'agissions. Valérie entra avec du champagne. 3 coupes sur un plateau d'argent. On célèbre déjà? Demanda Manon. Valérie versa avec précaution. Votre grand-mère disait toujours de célébrer la planification, pas seulement la victoire. La planification est là où réside le vrai pouvoir. Ils levèrent leur coupe. À la patience, porta Valérie un toast. À la précision, ajouta Jean. À la justice, termina Manon. Ils burent. Et à cet instant, le sort de Nicolas Lambert fut scellé par 3 personnes qu'il ne verrait jamais venir. Le contraste était cinématographique. Nicolas dans son bureau, riant de sa cruauté, tandis que la femme qu'il avait détruite sirotait du champagne dans un bureau 40 étages plus haut, orchestrant son anéantissement complet. Le monologue intérieur de Manon pendant ces moments révélait le calcul froid sous son extérieur élégant. Il me croit faible. Il me croit brisé. Il célèbre ma souffrance comme si c'était un divertissement. Mais leur arrogance est à mon avantage. Chaque rire, chaque insulte, chaque moment qu'ils perdent à célébrer est un autre moment que je passe à construire la cage autour d'eux. Bientôt, ils verront tout ce dont ils se sont moqués être détruit sous leurs yeux. Et je serai là à regarder, parfaitement positionné, complètement intouchable. Elle prononça la dernière partie à voix haute.
Valérie et Jean hochèrent la tête. Ils comprenaient. Ce n'était pas seulement des affaires. C'était une guerre menée avec des tableurs et de la patience. Avertiriez-vous votre ennemi si vous le voyiez tomber dans un piège? Ou le regarderiez-vous tomber en sachant qu'il méritait chaque seconde de douleur? L'assistante de Nicolas frappa et entra avec d'autres contrats. Monsieur Lambert, ceux-ci ont besoin de votre signature pour les demandes de permis. La mairie les exige pour vendredi. Nicolas signa sans lire. Sa première erreur dans une longue chaîne d'erreurs qui le détruirait. Il faisait confiance à son succès, à son charme, au fait que l'univers se pliait aux gens comme lui, qui prenaient ce qu'ils voulaient sans excuse. Il ne comprenait pas que l'univers ne se plie pas, il s'équilibre. Et chaque acte de cruauté qu'il avait commis était sur le point de s'équilibrer contre lui avec une précision dévastatrice. Le téléphone de Chloé sonna. Sa mère, probablement encore pour demander de l'argent. Elle sortit dans le couloir pour répondre, laissant Nicolas seul avec ses pensées. Il regarda autour de son bureau, se sentant fier, réussi, comme un homme qui avait échappé au piège de la famille et des obligations. « Je suis libre », se murmura-t-il. Enfin libre. L'ironie était exquise. Il pensait que jeter Manon lui avait donné la liberté, mais il avait en fait échangé la liberté contre une cage qu'il ne pouvait pas voir. Chaque décision qu'il avait prise depuis ce jour d'hiver avait été anticipée, contrée, retournée contre lui. Il était libre comme un poisson dans un filet, complètement, jusqu'à ce que le filet se resserre. Ce soir-là, Nicolas emmena Chloé dans un grand restaurant étoilé. Ils commandèrent du champagne, célébrèrent le projet à venir, et firent des plans pour leur avenir. À une table au fond, inaperçue, se trouvait Jean avec un collègue, documentant tout. Le collègue se pencha. Devons-nous nous inquiéter qu'ils nous voient? Jean sirota son vin. Ils ne le feront pas. Les gens comme Nicolas ne voient pas plus loin que leur propre reflet. Il est tellement convaincu de sa victoire qu'il ne remarquerait pas un train de marchandises avant qu'il ne le percute. Ils regardèrent Nicolas et Chloé rire, trinquer, s'embrasser par-dessus la table. 2 jours, dit doucement Jean. Dans 2 jours, son prêt disparaît. Dans 3 jours, ses fournisseurs se révoltent. Dans 4 jours, ses clients l'abandonnent. D'ici la semaine prochaine, Nicolas Lambert comprendra ce que signifie tout perdre. De retour aux Pentouzes, Manon se tenait à ses fenêtres, tenant son fils, regardant les lumières de la ville. Quelque part en bas, Nicolas célébrait. Quelque part en bas, il faisait des plans qui ne se matérialiseraient jamais. Quelque part en bas, il vivait les derniers moments de sa vie avant qu'elle ne s'effondre. Elle embrassa le front de son fils. Ton père se croit malin. Il pense avoir tout planifié parfaitement. Mais il a oublié une chose. La femme qu'il a détruite a été élevée par une femme qui a bâti des empires. Qui m'a appris que la patience est le pouvoir. Qui m'a montré comment transformer la souffrance en stratégie. Son reflet dans la fenêtre montrait quelqu'un que Nicolas ne reconnaîtrait jamais. Quelqu'un qu'il avait créé par cruauté et abandonné à la mort. Quelqu'un qui avait survécu, s'était transformé, et tenait maintenant tout son avenir entre ses mains comme une gorge attendant d'être écrasée. Valérie la rejoignit à la fenêtre. Des remords? Manon ne se retourna pas. Aucun. Il a fait son choix. Maintenant, il vit avec les conséquences. Valérie se tint à ses côtés dans un silence confortable. 2 femmes qui comprenaient que le pouvoir n'était pas donné, il était pris. Que la justice n'était pas la miséricorde, c'était l'équilibre. Que certaines personnes devaient tomber pour que d'autres puissent s'élever. Demain, les banques l'informeront, dit Valérie. Le prêt a été refusé. Les 4 banques simultanément, sans explication. Il paniquera. Il appellera tout le monde, et il découvrira que les personnes en qui il avait confiance répondent à quelqu'un d'autre maintenant. Manon sourit. Répondent à moi. Valérie hocha la tête. Répondent à vous. Le chapitre se terminait sur une image partagée. Nicolas dormant paisiblement au lit à côté de Chloé, rêvant d'un succès qui ne viendrait jamais. Tandis que Manon se tenait éveillée à ses fenêtres, surplombant la ville, tenant son fils, attendant que l'aube se lève et que le premier domino tombe. 2 mondes sur le point d'entrer en collision. L'un construit sur la cruauté et l'arrogance. L'autre sur la souffrance et la stratégie. Un seul survivrait.
Les spectateurs pouvaient sentir la tension crépiter comme de l'électricité. La confrontation approchait. Le jugement était inévitable. Et Nicolas Lambert, dormant paisiblement dans son ignorance, avait moins de 12 heures avant que son monde parfait ne commence à brûler. Le matin du mariage de Nicolas et Chloé arriva avec une lumière d'hiver, perçant les nuages comme des lames. Le lieu était tout ce dont Chloé avait rêvé, un domaine viticole en Loire-Valais, des colonnes de marbre, des lustres en cristal, des jardins couverts d'une neige fraîche qui semblait sortie d'un conte de fées. Les invités arrivèrent en tenue de créateurs et avec des sourires forcés. Le genre de personnes qui mesurent la valeur par les étiquettes de prix et le pouvoir par les codes postaux. Nicolas se tenait près de l'entrée, saluant tout le monde, son smoking sur mesure, sa confiance rayonnant comme s'il avait déjà gagné à la loterie de la vie. Chloé flottait dans sa suite nuptiale, ajustant sa robe pour la 100e fois, répétant ses vœux dans le miroir, complètement inconsciente que ce jour deviendrait la pire erreur de sa vie. Manon Dubois se tenait à l'extérieur du domaine, tenant son fils, le vent d'hiver attrapant ses cheveux, mais ne perturbant pas le calme qui s'était installé sur elle comme une armure. Elle portait une robe qui coûtait plus cher que la voiture de Nicolas. Une soie émeraude profonde qui bougeait comme de l'eau, coupée à la perfection, élégante mais imposante. Des diamants à son cou et à ses poignets captaient la lumière du soleil comme un feu capturé. Sa transformation était complète. La femme qui avait été jetée dans la neige 3 mois plus tôt n'existait plus. À sa place se tenait quelqu'un que Nicolas verrait et ne reconnaîtrait pas avant qu'il ne soit trop tard. Quelqu'un qui avait transformé la souffrance en pouvoir, l'humiliation en stratégie, la faiblesse en une arme si tranchante qu'elle couperait à travers tout ce qu'il avait construit. Avez-vous déjà franchi le seuil d'une pièce en sachant que vous alliez tout changer? Le pouvoir est-il lourd ou donne-t-il l'impression de voler? Elle prit une profonde inspiration, ajusta son fils dans ses bras, et commença à marcher vers l'entrée. Chaque pas était calculé. Chaque mouvement était délibéré. Le claquement de ses talons sur le chemin de pierre ressemblait à un compte à rebours. Les invités qui arrivaient tôt se retournèrent pour la regarder, les murmures commençant avant même qu'elle n'atteigne la porte. « Qui est-ce » demanda quelqu'un. « Je ne sais pas, mais regarde ces diamants », répondit un autre. Manon ne les reconnut pas. Elle marchait avec une sorte de confiance qui supposait l'attention, qui s'attendait à ce que les gens s'écartent, qui communiquait le pouvoir avant qu'elle ne prononce un seul mot. L'intérieur du lieu était un chaos déguisé en élégance. Des organisateurs de mariage se précipitant entre les salles, des traiteurs arrangeant les tables, des musiciens s'installant dans un coin. Nicolas était dans le hall principal, parlant à son témoin, riant de quelque chose, complètement inconscient. Chloé était à l'étage dans sa suite nuptiale, entourée de ses demoiselles d'honneur. Toutes buvaient du champagne et gloussaient comme des enfants. Personne ne remarqua quand Manon entra. Personne ne sentit le changement d'atmosphère. La façon dont l'air semblait crépiter avec l'approche de la tempête. Elle confia son fils à la nounou qu'elle avait amenée. Une femme qui comprenait que son rôle était de rester invisible et de garder le bébé en sécurité pendant que Manon faisait ce qui devait être fait. Valérie apparut de l'ombre comme un fantôme. Tout est en place. Le microphone est branché. La sécurité c'est de ne pas intervenir. Quand vous serez prête, la salle est à vous. Manon hocha la tête. Où est Nicolas maintenant? Valérie vérifia son téléphone. Hall principal. Il salue les invités. Il ne vous a pas encore vu. Manon sourit. Non pas le sourire chaleureux du bonheur, mais le sourire froid de quelqu'un sur le point de rendre la justice. Bien. Laissez-le profiter des 20 prochaines minutes. Ce seront les derniers moments paisibles qu'il aura jamais. Elle se déplaça à travers la foule comme de l'eau à travers des fissures. Remarquée par tout le monde, mais approchée par personne. Les invités sentaient quelque chose chez elle qui exigeait de l'espace, qui communiquait un danger sous l'élégance. La cérémonie était prévue pour midi. À 11h30, le hall principal était bondé. 200 invités à leur place, attendant le spectacle. Nicolas se tenait à l'autel, l'air fier, victorieux, comme un homme qui avait échappé aux conséquences et atterri au paradis. L'officiant prit sa position. Les musiciens commencèrent à jouer. Les demoiselles d'honneur commencèrent leur marche dans l'allée. Tout était parfait. Tout était exactement comme Nicolas et Chloé l'avaient prévu. Et c'est à ce moment-là que Manon passa à l'action.
Elle s'avança dans l'allée centrale juste au moment où Chloé apparut à l'entrée dans sa robe de mariée. La musique faiblit. Des halètements se propagèrent dans la foule. Chloé se figea, la confusion brillant sur son visage. Nicolas se retourna, vit Manon, et tout le sang se retira de son visage comme si quelqu'un avait ouvert une valve. Interrompriez-vous un mariage pour obtenir justice? Ou les laisseriez-vous se marier d'abord pour les détruire ensuite? Quel moment offre le plus de satisfaction, ruiner leur bonheur avant qu'il ne commence, ou les laisser y goûter d'abord? Manon avança lentement, délibérément, chaque pas résonnant dans le hall soudainement silencieux. Elle ne regarda pas Chloé, n'accorda aucune attention aux invités haletants. Ses yeux se fixèrent sur Nicolas avec la concentration d'un prédateur qui a finalement acculé sa proie après une longue chasse. Il essaya de parler, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson se noyant dans l'air. Aucun mot ne sortit. Le témoin à ses côtés recula d'un pas, sentant le désastre. L'officiant regarda autour de lui, confus, attendant que quelqu'un explique ce qui se passait. Personne ne le pouvait. Personne ne comprenait encore, mais ils allaient comprendre. Manon atteignit le microphone que le chanteur de mariage avait utilisé. Elle le prit avec la grâce désinvolte de quelqu'un qui avait déjà commandé des salles, qui s'était tenu devant des conseils d'administration et des investisseurs, et les avait fait plier à sa volonté. Sa voix, quand elle parla, était calme, claire, dévastatrice contrôlée. Je m'excuse pour l'interruption. Je sais que c'est censé être une célébration, mais avant que Nicolas Lambert n'épouse sa maîtresse, je pense que tout le monde ici devrait savoir exactement qui il célèbre. Nicolas trouva enfin sa voix. Manon, qu'est-ce que comment as-tu? Elle le coupa d'un regard qui aurait pu geler les océans. Surpris de me voir, Nicolas? Surpris que je ne sois pas en train de mourir de faim quelque part? Pas en train de geler dans les rues où tu m'as laissé, moi et ton fils? La foule éclata en murmures, les têtes se tournant vers Nicolas. Chloé se tenait au fond de l'allée, sa robe de mariée lui semblant soudain un costume. Manon continua, sa voix ne s'élevant jamais, mais remplissant d'une manière ou d'une autre chaque coin du hall. Il y a 3 mois, cet homme m'a jeté dans la neige, a pris chaque centime de notre compte joint, a mis à la porte sa femme et son fils nouveau-né pour commencer une vie avec la femme qui se tient là-bas en blanc. Elle fit un geste vers Chloé sans la regarder. Il pensait me détruire. Il pensait tout prendre. Mais ce que Nicolas ne savait pas, ce qu'il n'aurait pas pu savoir parce qu'il n'a jamais prêté attention à autre chose qu'à lui-même, c'est que le matin où il m'a mise à la porte, j'ai hérité de la fortune de ma grand-mère. Le silence était absolu. Le visage de Nicolas passa par des émotions trop rapides à suivre. Confusion, incrédulité, horreur, peur. Manon sourit, et ce fut l'expression la plus terrifiante que quiconque dans cette salle ait jamais vue. 1,2 milliard d'euros, Nicolas. Hôtel, propriété, actions, entreprise. Un empire dont tu ne soupçonnais pas l'existence parce que tu n'as jamais posé de questions sur ma famille. Tu ne t'es jamais soucié de rien d'autre que de ce que tu pouvais prendre. Elle fit une pause, le laissant assimiler. Laissant Nicolas réaliser ce qu'il avait réellement jeté. Pendant que tu célébrais, je construisais. Pendant que tu riais, j'apprenais. Pendant que tu pensais avoir gagné, je rachetais tes investisseurs, je contrôlais tes partenaires commerciaux, je démantelais tout ce que tu avais construit, pièce par pièce. Nicolas trébucha en arrière, se rattrapant à l'autel. Ce n'est pas tu ne peux pas, la voix de Manon coupa à travers son bégaiement comme un couteau. Je peux. Je l'ai fait. Richard Rowan travaille pour moi maintenant. Patricia Moral me répond. James Whitmore prend ses ordres de Morrison Participation. Le prêt que tu attendais? Refusé par 4 banques, que je contrôle toutes. Tes fournisseurs sont sur le point de te couper le crédit. Tes clients reçoivent déjà des lettres sur tes échecs. D'ici lundi matin, Nicolas Lambert, tu n'auras rien. Pas d'entreprise, pas de réputation, pas d'avenir. Exactement comme tu as essayé de me laisser sans rien. Le hall était figé. Chaque invité regardant la destruction se dérouler. Le visage de Chloé était devenu pâle. Ces demoiselles d'honneur murmuraient derrière elle. Nicolas ressemblait à un homme assistant à sa propre exécution. Auriez-vous dit plus, ou ces mots auraient-ils suffi? Détruire le monde de quelqu'un en public, est-ce de la pitié ou de la cruauté? Manon posa le microphone, le son résonnant dans les haut-parleurs.
Elle se dirigea lentement vers Nicolas, s'arrêtant à quelques mètres de lui. Tu pensais que me jeter dans la neige était ta victoire, dit-elle doucement. Mais le microphone capta quand même ces mots, les diffusant à tous ceux qui regardaient. Tu pensais que prendre mon argent te rendait puissant. Tu pensais que m'humilier te rendait libre. Mais tout ce que tu as fait, c'est créer la seule personne au monde qui pouvait te détruire complètement. Et je viens de le faire. Elle se tourna pour partir, puis s'arrêta. Oh, et Nicolas, la maison de campagne en Normandie dont tu m'as chassé, je l'ai achetée la semaine dernière. Considère ceci comme ton avis d'expulsion. Tu as 72 heures. Elle redescendit l'allée. Les invités s'écartant comme de l'eau devant elle. Chaque œil suivant sa sortie. Derrière elle, Nicolas s'effondra sur une chaise. Son mariage, sa réputation, sa vie entière s'effondrant en temps réel. Chloé se tenait figée dans sa robe de mariée, comprenant trop tard qu'elle n'avait rien gagné d'autre que l'association avec un homme qui venait de tout perdre. Manon récupéra son fils de la nounou, sortit à la lumière du soleil d'hiver, et sentit quelque chose de proche de la paix. Pas le bonheur, pas la satisfaction, juste la connaissance silencieuse que l'équilibre avait été restauré. Que la cruauté avait rencontré ses conséquences, que la femme jetée dans la neige s'en était relevée comme le feu. Manon ne quitta pas le domaine. Elle retourna à l'intérieur avec le genre de calme qui vient du pouvoir absolu. Son fils, en sécurité dans les bras de la nounou, fut confié une fois de plus. Les invités étaient toujours figés sur leur siège, la fête de mariage dispersée comme des débris après une explosion. Nicolas était assis, affalé à l'autel, son smoking ressemblant soudain à un costume emprunté à quelqu'un de plus prospère. Chloé restait au fond de l'allée, sa robe de mariée désormais un monument à une erreur de calcul. L'officiant avait disparu. Les musiciens rangeaient leurs instruments en silence. Personne ne savait quoi faire car rien de tel ne s'était jamais produit. Manon retourna au micro et le reprit. La salle retint son souffle. Je n'ai pas terminé, dit-elle, sa voix portant le poids de 3 mois de planification, 3 mois de transformation, 3 mois de rage raffinée en précision. Nicolas leva les yeux, les siens rouges, son visage blême. S'il te plaît, elle le fit taire d'un geste. Tu n'as plus le droit de parler, Nicolas. Tu as eu ta chance de parler quand tu m'as jeté dans la neige. Quand tu as vidé notre compte en banque, quand tu as ri pendant que ta maîtresse me crachait dessus. C'est mon tour maintenant, et tu vas écouter. La foule se pencha en avant collectivement, attirée par la puissance brute de ces mots, incapable de détourner le regard de l'exécution qui se déroulait en temps réel. Elle sortit des papiers de sa pochette. Des documents juridiques que Jean avait préparés, pliés avec soin, attendant ce moment précis. Parlons de ce que tu as réellement perdu, Nicolas, parce que je ne pense pas que tu aies encore compris. Elle déplia la première page. Morrison Participation détient maintenant 48% de Construction Lambert par le biais de sociétés écrans qui ont racheté les parts de tes investisseurs. Nous contrôlons ton conseil d'administration. Nous contrôlons tes décisions. Tu es le PDG d'une entreprise que tu ne commandes plus. Le visage de Nicolas passa de pâle à gris. Les invités chuchotèrent frénétiquement. Certains sortirent leur téléphone, cherchant probablement Morrison Participation, réalisant probablement à quel point Nicolas avait mal calculé. La main de Chloé se porta à sa bouche, les diamants à son doigt captant la lumière comme des avertissements qu'elle avait ignorés. Avez-vous déjà vu quelqu'un réaliser qu'il a tout perdu? Où détourneriez-vous le regard d'une telle chose? Voir la justice rendue fait-il du bien, ou est-ce compliqué? Manon continua, sa voix ne faiblissant jamais. Ton projet de développement, celui que tu célèbres depuis des semaines, est mort. Les 4 banques qui ont refusé ton prêt l'ont fait parce que je leur en ai donné l'ordre. Les permis que tu as demandés sont retardés indéfiniment par des fonctionnaires de la ville qui doivent des faveurs à Morrison Participation. Les entrepreneurs à qui tu as promis du travail reçoivent déjà de meilleures offres de mes entreprises. Tu as promis des emplois, des profits, des avenirs. Tu ne peux rien livrer de tout cela. D'ici lundi, tu feras face à des poursuites judiciaires de toutes parts. Nicolas essaya de se lever, mais ses jambes le lâchèrent. Il se rattrapa de nouveau à l'autel, s'y agrippant comme à un radeau de sauvetage. Tu ne peux pas faire ça. C'est illégal. Je te combattrai au tribunal. Le rire de Manon fut froid, aigu, final. Avec quel argent, Nicolas? Avec quels avocats?
Tous les cabinets qui valent la peine d'être engagés dans cette ville travaillent pour Morrison Participation ou veulent le faire. Tu es toxique maintenant. Intouchable de la pire des manières. Et la meilleure partie, elle marqua une pause pour les faits, laissant la tension monter, tout ce que je fais est complètement légal. J'ai acheté des actions équitablement. J'ai pris des décisions commerciales dans le respect de mes droits. Je n'ai enfreint aucune loi. Peux-tu en dire autant? La question flotta dans l'air comme de la fumée. Le visage de Nicolas répondit avant sa bouche. Jean avait trouvé des irrégularités dans la comptabilité de Construction Lambert. Rien de massif, mais assez pour soulever des questions, déclencher des audits, rendre les investisseurs nerveux. Manon brandit un autre document. Irrégularité fiscale, violation de permis, défaillance du code de sécurité sur 3 chantiers. L'inspection du travail s'est montrée très intéressée par mes tuyaux anonymes. Ils visiteront tes propriétés à partir de lundi, ainsi que le fisc et la commission des licences de l'État. Tu vas passer l'année prochaine enseveli sous les enquêtes, Nicolas. Et ça, c'est avant que les poursuites civiles des clients qui t'ont fait confiance ne tombent. Ajouteriez-vous plus de punitions ou cela serait-il suffisant? Quand la justice devient-elle vengeance? Et la différence a-t-elle même de l'importance? Chloé trouva enfin sa voix du fond de la salle. C'est de la folie. Tu fais ça parce que tu es jalouse. Parce que Nicolas m'a choisi plutôt que toi. Toutes les têtes se tournèrent vers elle. L'expression de Manon ne changea pas, mais ses yeux devinrent plus froids. Chloé, j'avais presque oublié que tu étais là. Parlons de toi. Elle sortit un 3e document. L'équipe de recherche de Valérie avait été minutieuse. Avant de devenir la maîtresse de Nicolas, tu étais mariée. Est-ce que Nicolas le savait? Est-ce que ses invités au mariage savent que tu commets de la bigamie parce que ton divorce n'a jamais été finalisé? Des halètements éclatèrent. Le visage de Chloé passa de confiant à terrifié en quelques secondes. Ce n'est pas j'ai déposé, Manon coupa court à son bégaiement. Tu as déposé mais n'as jamais finalisé la procédure. Ton mari, Michael Torres, est toujours ton conjoint légal. Je lui ai parlé hier. Un homme charmant. Il n'avait aucune idée que tu te remariais. Les papiers lui ont été signifiés ce matin. Accusation de fraude. Enquête pour bigamie. La totale. Toi et Nicolas formaient un couple parfait. Tous deux des criminels. Tous deux des menteurs. Tous deux sur le point de faire face à des conséquences que vous n'aviez jamais imaginées. Les invités au mariage étaient au-delà des chuchotements maintenant. Certains se levaient, se dirigeant vers les sorties, voulant prendre leur distance avec le désastre qui se déroulait. D'autres restaient collés à leur siège, horrifiés mais incapables de détourner le regard. C'était le genre de drame dont les gens parleraient pendant des années. Le genre de destruction publique qui devient une légende. Le mariage de Nicolas et Chloé resterait dans les mémoires non pas comme une célébration, mais comme le jour où 2 personnes ont appris que la cruauté revient toujours. Que le karma n'est pas de la mythologie, c'est des mathématiques. Chaque action a une réaction égale. Chaque blessure infligée revient avec des intérêts. Nicolas se leva enfin, ses jambes tremblant, mais la rage lui donnant de la force. Espèce de bien-pensante. Tu te crois meilleur que moi. Tu es tout aussi vindicative, tout aussi cruelle. Tu détruis ma vie en public parce que j'ai blessé tes sentiments. Manon s'approcha de lui. Assez près pour que le micro capte à peine ses mots, mais tout le monde se tendit pour entendre. Non, Nicolas. Je détruis ta vie en public parce que tu as détruit la mienne en privé. Parce que tu nous as jetés, moi et notre fils, dans la neige et tu as pensé qu'il n'y aurait aucune conséquence. Parce que tu m'as volé, humilié, remplacé, et tu as célébré comme si tu avais gagné quelque chose. Il ne s'agit pas de sentiments blessés. Il s'agit de justice. Et tu reçois enfin ce que tu as toujours mérité. Elle recula, s'adressant une dernière fois à la salle. À tous ceux qui sont venus célébrer ce mariage, je m'excuse d'avoir gâché votre après-midi. Mais vous devriez savoir qui vous célébriez. Un homme qui abandonne sa famille. Une femme qui détruit les mariages. Ils se méritent. Et maintenant, ils n'auront plus que l'un l'autre pendant que leur vie s'effondre. Je vous suggère de prendre vos distances à moins que vous ne vouliez être pris dans les retombées. Elle reposa le microphone pour la dernière fois.
Le Larsen crissa brièvement, puis se tut. Elle se dirigea vers la sortie, ses talons claquant sur le marbre, chaque œil suivant son départ. Valérie la rejoignit à la porte avec son fils. C'était parfait. Chirurgical. Votre grand-mère aurait été fière. Manon prit son bébé, le serra contre elle, et sentit sa chaleur contre sa poitrine. Je ne me sens pas fière. Je me sens fatiguée. Valérie hocha la tête, comprenant. La justice est épuisante, mais nécessaire. Ils se dirigèrent vers la voiture où Jean attendait. Il tint la portière ouverte, son expression soigneusement neutre. Les médias reprennent déjà l'histoire. 3 invités ont diffusé votre confrontation en direct. D'ici ce soir, Nicolas Lambert sera l'homme le plus tristement célèbre de la ville. Manon monta dans la voiture. Bien. Qu'il soit tristement célèbre. Qu'il comprenne ce que ça fait quand tout le monde connaît votre pire moment. La voiture s'éloigna du domaine. À travers les vitres teintées, Manon vit les invités affluer. Les téléphones collés aux oreilles, répandant déjà l'histoire. À l'intérieur, Nicolas et Chloé devaient faire face aux décombres. Un mariage détruit, une réputation brisée, des avenirs annulés. Elle pensa ressentir de la satisfaction, mais ressentit plutôt quelque chose de plus calme. Pas de bonheur, pas de paix, juste la connaissance que l'équilibre avait été restauré. Que la femme jetée dans la neige avait remonté la pente et poussé son agresseur de la montagne. Que la souffrance transformée en stratégie gagne toujours contre la cruauté déguisée en force. Son fils la regarda avec des yeux confiants. Elle lui embrassa le front. « Ton père a appris une leçon importante aujourd'hui », murmura-t-elle. Que le pouvoir ne consiste pas à savoir qui tu peux blesser. Il consiste à savoir qui tu peux devenir malgré les blessures. Souviens-toi de ça. La voiture traversa la ville en direction de son Penthouse, de l'empire qu'elle commandait désormais, d'un avenir que Nicolas avait tenté de voler, mais qu'il lui avait plutôt offert. Derrière eux, le lieu du mariage se vidait, ne laissant que les ruines de 2 personnes qui avaient bâti leur bonheur sur la douleur d'un autre. Le karma n'était pas de la mythologie. Il était patient. Il était précis. Et aujourd'hui, il était enfin arrivé. Le lundi matin arriva comme le jour du jugement dernier. Manon était assise dans son bureau chez Morrison Participation, examinant l'avalanche de documents juridiques que Jean avait déposés pendant le week-end. Chaque page représentait un autre morceau du monde de Nicolas s'effondrant en temps réel. Des poursuites de 3 clients majeurs pour rupture de contrat. Des privilèges déposés contre Construction Lambert par des fournisseurs exigeant un paiement. Des avis d'enquête de la ville pour violation de permis. Des lettres d'audit du fisc, des ordres d'inspection du travail. La paperasse s'empilait sur 15 cm de haut sur son bureau, et ce n'était que le début. Jean entra, portant un autre dossier, son expression sombre mais satisfaite. L'empire d'un baron de la construction s'effondre, c'est le titre dans toutes les publications économiques. Nicolas ne peut plus montrer son visage nulle part sans que des caméras ne le suivent. Valérie apporta du café, le posa délicatement sur un sous-verre. Son téléphone n'arrête pas de sonner, d'après notre contact à son bureau. Des clients annulent des contrats. Des investisseurs exigent des réunions. Son avocat a démissionné ce matin. Il a dit que l'affaire était ingagnable et qu'il ne voulait pas que sa réputation soit liée à celle de Nicolas. Manon sirota son café en regardant la ville. Quelque part en bas, Nicolas subissait tout le poids des conséquences qu'il avait passé sa vie à éviter. Une partie d'elle, celle qu'il avait aimée autrefois, ressentit une lueur de quelque chose qui aurait pu être de la pitié. Mais ensuite, elle se souvint de la neige, du froid, des cris de son bébé, du crachat de Chloé sur son visage. La lueur s'éteignit. Quel est le calendrier pour la prise de contrôle de l'entreprise ? Demanda-t-elle à Jean. Jean ouvrit son dossier, sortit des projections. Nous contrôlons 48% de Construction Lambert grâce au rachat d'investisseurs. Nous avons besoin de 51% pour le contrôle majoritaire. Il reste 3 actionnaires minoritaires, de petites participations, mais ensemble, ils font la différence. J'ai contacté les 3. Ils ont peur. La toxicité de Nicolas se propage à quiconque lui est associé. 2 sont prêts à vendre immédiatement. Le 3e veut attendre, voir si Nicolas peut se redresser. Manon posa son café. Il ne peut pas se redresser.
Faites-le comprendre au troisième actionnaire. Montrez-lui les projections de poursuite, les calendriers d'enquête, la couverture médiatique. Nicolas Lambert est fini. La seule question est de savoir s'ils sortent maintenant avec quelque chose ou s'ils restent et perdent tout. Avez-vous déjà vu l'empire de quelqu'un s'effondrer au ralenti? Ou la destruction arrive-t-elle toujours rapidement? Qu'est-ce qui est le plus dévastateur, tout perdre d'un coup ou le voir disparaître morceau par morceau? Jean hocha la tête. J'aurai leur réponse d'ici la fin de la journée. Une fois que nous aurons 51%, nous pourrons voter pour évincer Nicolas de sa propre entreprise. Le remplacer comme PDG. Tout restructuré sous la direction de Morrison Participation. Construction Lambert deviendra entièrement nôtre. Les mots auraient dû être triomphants, mais ils semblaient plutôt mécaniques. Il ne s'agissait plus de victoire. Il s'agissait d'achèvement, de finir ce que Nicolas avait commencé en la jetant, de s'assurer qu'il comprenne pleinement, complètement, irréversiblement, ce qu'il avait détruit. La matinée passa dans un tourbillon de conférences téléphoniques et de réunions stratégiques. Manon parla avec les cadres des hôtels Morrison à Londres, approuva les rénovations de la propriété parisienne et négocia les termes d'acquisition pour un nouveau développement à Singapour. Entre les appels, Jean la tenait au courant de la situation de plus en plus précaire de Nicolas. Le propriétaire de son immeuble de bureau lui a signifié un avis d'expulsion, 3 mois de loyer en retard. Sa voiture de luxe a été saisie dans son allée, les caméras filmant toute la scène. Son adhésion au country club a été suspendue en attendant un examen, ce qui, tout le monde le savait, signifiait annulé. Chaque symbole de succès que Nicolas avait construit lui était retiré systématiquement, publiquement, douloureusement. À midi, le troisième actionnaire appela directement Jean. Je vends. Quelle que soit l'offre de Morrison Participation, je la prends. Je ne peux pas être associé à ce désastre. Jean finalisa l'accord en 1 heure. Morrison détenait maintenant 51% de Construction Lambert. Elle était l'actionnaire majoritaire de l'entreprise de son ex-mari. L'ironie était si parfaite qu'elle en était presque douloureuse. Cet après-midi-là, elle convoqua une réunion extraordinaire du conseil d'administration. Nicolas, en tant que PDG, était techniquement tenu d'y assister. Quand il arriva, flanqué d'un avocat qui semblait tout juste sorti de l'école de droit, il ressemblait à peine à l'homme qu'il avait jeté dans la neige. Son costume était froissé, sa cravate de travers, ses yeux vides d'épuisement et d'autre chose, la peur. Les membres du conseil étaient assis autour de la table, la plupart étant des gens avec qui Nicolas avait travaillé pendant des années. Mais aucun ne le regardait avec quoi que ce soit qui ressemble à de la loyauté. Il regardait Manon à la place, attendant ses instructions. Elle ne les fit pas attendre longtemps. Cette réunion est convoquée pour traiter de la crise de leadership chez Construction Lambert. Les événements récents ont clairement montré que la direction actuelle est inefficace et préjudiciable aux intérêts de l'entreprise. Je demande un vote de défiance envers Nicolas Lambert en tant que PDG. Les mots tombèrent comme des coups de marteau. L'avocat de Nicolas lui chuchota frénétiquement à l'oreille. Nicolas le repoussa. Tu ne peux pas faire ça. J'ai construit cette entreprise. Elle est à moi. Manon resta impassible. Tu l'as construite avec de l'argent emprunté, des promesses vides et une fraude qui fait maintenant l'objet d'enquêtes par plusieurs agences. Je possède 51%. Ces membres du conseil savent que rester loyal envers toi signifie un suicide professionnel. Votons. Elle n'eut pas besoin de menacer. Elle n'eut pas besoin d'argumenter. Les dynamiques de pouvoir étaient claires. Un par un, les membres du conseil votèrent. Défiance. 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 Chaque vote était un clou dans le cercueil de Nicolas. Quand ce fut terminé, le résultat fut unanime, à l'exception du propre vote de Nicolas. Il était fini. Évincé de l'entreprise qu'il avait construite par la femme qu'il avait détruite, en utilisant des systèmes qu'il ne s'était jamais donné la peine de comprendre parce qu'il pensait que le pouvoir venait de l'intimidation plutôt que de la propriété. Voteriez-vous pour évincer quelqu'un de sa propre entreprise ou le laisseriez-vous garder un poste sans pouvoir réel juste pour le torturer plus longtemps? Nicolas se leva, sa chaise raclant bruyamment le sol. Ce n'est pas fini. Je me battrai. Je t'emmènerai au tribunal. Je révélerai tout ce que tu as fait. Manon resta assise, calme, intouchable. Je t'en prie.
Révèle comment j'ai légalement acheté des actions à des vendeurs consentants. Révèle comment j'ai suivi correctement chaque procédure d'entreprise. Révèle comment tu as commis une fraude, violé des permis et bâti ton empire sur des mensonges. J'accueille favorablement la publicité, Nicolas. Chaque article sur ce combat rappellera au monde exactement qui tu es. Son avocat lui attrapa le bras, le tira vers la porte avant qu'il ne dise quelque chose qui empirerait tout. Ils partirent, les pas de Nicolas résonnant dans le couloir comme une marche funèbre. Les membres du conseil se détendirent visiblement une fois qu'il fut parti. Le président, un homme plus âgé nommé Robert Rowan, le père de Richard, parla le premier. « Madame Dubois, quels sont vos plans pour l'entreprise » Manon s'était préparée à cette question. Restructurer sous la direction de Morrison Participation. Honorer les contrats existants si possible. Régler les poursuites si nécessaire. Reconstruire la réputation que Nicolas a détruite. D'ici 1 an, Construction Lambert sera à nouveau rentable. D'ici 2 ans, elle sera méconnaissable en tant qu'entreprise de Nicolas. Elle sera mienne. Le conseil approuva chaque proposition. En 1 heure, la paperasse fut déposée. Nicolas Lambert n'était plus PDG. Manon Dubois l'était. L'entreprise serait finalement rebaptisée Morrison Construction. Chaque projet porterait l'héritage de sa famille, et le nom de Nicolas serait effacé comme il avait tenté de l'effacer. Les conséquences juridiques continuèrent de déferler tout au long de la semaine. L'audit du fisc trouva des irrégularités totalisant 2 millions d'euros d'impôts impayés. L'inspection du travail lui infligea une amende de 500 000 euros pour violation de la sécurité. Les poursuites civiles des clients demandaient des dommages et intérêts dépassant 8 millions. Les comptes bancaires personnels de Nicolas furent gelés en attendant l'enquête. Ses actifs furent saisis. Son passeport fut signalé. Il ne pouvait pas fuir même s'il le voulait. Vendredi après-midi, Jean apporta les rapports finaux. Nicolas a déposé le bilan ce matin. Personnel et professionnel. Tout ce qu'il possède ira aux créanciers et au gouvernement. Il aura de la chance s'il garde ses vêtements. Manon ressentit quelque chose qui aurait pu être de la satisfaction mais qui avait plutôt le goût de l'épuisement. Et Chloé ? Valérie répondit à celle-là. Elle a divorcé hier. Procédure d'urgence. Elle a prétendu avoir été trompée sur sa situation financière. Elle essaie de se sauver, mais l'enquête pour bigamie avance. Elle fera face à des accusations quoi qu'il arrive. Donc, même Chloé l'avait abandonnée. La femme qu'il avait choisie plutôt que sa famille, la maîtresse qu'il avait épousée lors de ce mariage désastreux, avait fui dès que l'argent avait disparu. Nicolas était complètement seul. Vous êtes-vous déjà demandé si détruire quelqu'un complètement était de la justice ? Ou s'il y a une ligne où la justice devient cruauté ? Vous arrêteriez-vous quand votre ennemi serait brisé ? Ou vous assureriez-vous qu'il ne puisse jamais se relever ? Manon pensa à appeler Nicolas. Pensa à lui offrir un dernier mot, une forme de conclusion. Mais que dirait-elle ? Qu'elle lui pardonnait ? Ce n'était pas le cas. Qu'elle espérait qu'il ait appris quelque chose ? Elle se fichait de savoir s'il l'avait fait. Qu'elle aimait toujours l'homme qu'il avait été ? Cet homme n'avait jamais existé. C'était toujours un masque sur la cruauté sous-jacente. Au lieu de cela, elle signa les derniers documents que Jean plaça devant elle, des contrats transférant les actifs restants de Nicolas à Morrison Participation. Des décharges légales la dégageant de toute responsabilité pour ses dettes. Des accords de règlement avec ses créanciers. Quand elle eut fini de signer, Nicolas Lambert ne possédait plus rien. Il n'était plus rien. Une fable édifiante sur l'arrogance, la cruauté, et ce qui arrive quand on sous-estime la personne qu'on jette. Manon se tenait aux fenêtres de son bureau ce soir-là, son fils jouant tranquillement derrière elle avec des jouets valant plus que tout le patrimoine net restant de Nicolas. Les lumières de la ville s'étendaient en dessous comme des étoiles tombées sur terre. Quelque part en bas, Nicolas apprenait que les conséquences sont patientes, que le karma est mathématique, que chaque acte de cruauté revient avec des intérêts. Elle lui avait rendu la justice, complète, dévastatrice, irréversible. Et maintenant, enfin, elle pouvait avancer sans regarder en arrière. 6 mois après le mariage inachevé, Manon se tenait sur le balcon de son Penthouse, regardant le lever du soleil peindre la ville en or. Son fils, Léo, était assis à côté d'elle dans une chaise haute, babillant joyeusement aux oiseaux qui passaient devant les fenêtres.
Il était plus grand maintenant, en meilleure santé, ignorant totalement que ses premiers mois de vie s'étaient déroulés dans des appartements glacials et une pauvreté désespérée. C'était intentionnel. Manon s'assurerait qu'il ne connaîtrait jamais la faim, jamais le froid, jamais ce que l'on ressent quand on est jeté par quelqu'un qui est censé vous protéger. Il grandirait en ne connaissant que la force, la sécurité, l'héritage que son arrière-grand-mère avait bâti et que sa mère avait reconquis. Valérie la rejoignit sur le balcon avec du café et les journaux du matin. Les hôtels Morrison ont enregistré des bénéfices records le trimestre dernier. L'expansion à Tokyo est en avance sur le calendrier. Les rénovations de Londres sont terminées et les réservations sont en hausse de 40%. Votre grand-mère serait stupéfaite de ce que vous avez accompli en 6 mois. Manon prit un café, le sirota lentement. Elle ne serait pas stupéfaite. Elle s'y attendrait. Elle a toujours dit que les femmes du bois ne se contentent pas de survivre, nous prospérons. Valérie sourit, posant les journaux. Le titre de la section économique attira l'œil de Manon. Morrison Participation acquiert 3 nouvelles propriétés. La PDG ne montre aucun signe de ralentissement. En dessous, un titre plus petit. Scandale Lambert, où est-il maintenant? Elle ne lut pas l'article. Elle n'en avait pas besoin. Elle savait exactement où était Nicolas. Vivant dans un studio dans un mauvais quartier, travaillant comme ouvrier du bâtiment pour un salaire horaire, noyé sous des dettes dont il ne s'échapperait jamais. J'en gardais un œil sur lui, non pas parce que Manon le demandait, mais parce que la minutie était dans la nature de Jean. Le dernier rapport disait que Nicolas avait l'air d'avoir 10 ans de plus, qu'il se déplaçait comme un homme portant un poids invisible, et qu'il ne parlait à personne. Chloé avait complètement disparu, fui dans un autre pays pour échapper aux accusations de bigamie, sans laisser d'adresse. Les personnes qui avaient célébré le fait de jeter Manon dans la neige avaient toutes deux disparu dans le genre d'obscurité qui ressemble à la mort alors que vous êtes encore en vie. Vous êtes-vous déjà demandé si la vengeance apporte une conclusion ou si elle crée juste un autre type de vide? Quand vous détruisez enfin la personne qui vous a blessé, cela guérit-il quelque chose ou prouve-t-il simplement que vous avez survécu? Manon pensait souvent à ces questions. La réponse était compliquée. Détruire Nicolas n'avait pas guéri la trahison. Rien ne pouvait effacer ses souvenirs de la neige, du froid, de l'humiliation. Mais cela avait restauré quelque chose d'essentiel, son sentiment que l'univers avait un ordre, que les actions avaient des conséquences, que la cruauté ne pouvait pas gagner simplement parce qu'elle était audacieuse. Nicolas avait appris ce qui arrive quand on jette quelque chose de précieux. La leçon lui avait tout coûté. Qu'il l'ait compris ou non était sans importance. L'équilibre avait été restauré. Son fils tendit la main vers elle, ses petites mains agrippant sa manche. Elle le prit, le serra contre sa poitrine, sentit son rythme cardiaque contre le sien. « Tu vas grandir dans un monde différent du mien », murmura-t-elle. « Tu ne te demanderas jamais si tu es en sécurité. Tu ne douteras jamais si tu es aimé. Tu ne douteras jamais que ta famille est assez puissante pour te protéger de tout. » Il la regarda avec des yeux qui ne gardaient aucun souvenir de la souffrance, seulement de la confiance. C'était sa plus grande victoire. Non pas de détruire Nicolas, mais de s'assurer que son fils ne porterait jamais les cicatrices qu'elle avait gagnées. Jean rappela en milieu de matinée avec des nouvelles de Morrison Construction, l'entreprise rebaptisée qui était autrefois Construction Lambert. Nous soumissionnons sur 3 grands projets ce mois-ci. Notre réputation est solide maintenant. Personne ne se souvient que c'était l'entreprise de Nicolas il y a 6 mois. Le nom Morrison a du poids. Manon approuva les offres, autorisa les budgets, et passa à l'élément suivant. Les affaires étaient simples quand on avait des ressources et une réputation. Nicolas avait bâti son empire sur une crédibilité et un charme empruntés. Elle construisait le sien sur une compétence réelle et une excellence héritée. La différence se voyait dans chaque rapport trimestriel, chaque projet réussi, chaque client qui faisait confiance à Morrison Participation avec leurs investissements. Valérie entra dans le bureau portant une petite boîte en bois. « Ceci est arrivé pour vous. Pas d'adresse de retour. La sécurité l'a vérifié. C'est sûr. » Manon prit la boîte, reconnaissant immédiatement le bois. Le bureau de sa grand-mère avait été fait du même bois. À l'intérieur se trouvait une lettre jaunie par l'âge, écrite de la main distinctive de sa grand-mère. « Ma très chère Manon, si tu lis ceci, tu as réclamé ton héritage et tu t'es montré digne. Je savais que tu le ferais. Les femmes du bois sont forgées dans le feu.
Ton arrière-grand-mère a fui la guerre. J'ai survécu à la pauvreté. Et tu surmonteras tous les défis auxquels tu feras face. Souviens-toi que l'Empire ne concerne pas seulement l'argent. Il concerne l'héritage. Construis quelque chose qui dure au-delà de ta vie. Aime férocement, mais ne laisse jamais l'amour te rendre faible. Et apprends à tes enfants que le pouvoir implique des responsabilités. Tu vas faire des choses magnifiques. Je suis fier de toi. Je l'ai toujours été. Grand-mère. Les larmes brouillèrent la vision de Manon. Elle avait été tellement concentrée sur la survie, la vengeance, la construction de l'empire qu'elle avait oublié de faire le deuil de la femme qui avait rendu tout cela possible. Sa grand-mère avait vu son potentiel, avait structuré l'héritage pour la protéger, et avait cru en sa force même quand Manon ne pouvait pas la voir elle-même. La lettre était un rappel que ce n'était pas seulement à propos de Nicolas. Il s'agissait de devenir la femme que sa grand-mère avait su qu'elle pouvait être. Forte, oui. Impitoyable si nécessaire, absolument. Mais aussi quelqu'un qui construisait au lieu de simplement détruire. Qui créait un héritage au lieu de simplement réclamer une succession. Préféreriez-vous qu'on se souvienne de vous pour ce que vous avez construit ou pour qui vous avez vaincu? Quel héritage compte le plus, l'empire que vous créez ou les ennemis que vous détruisez? Cet après-midi-là, Manon tint une conférence de presse pour annoncer la fondation Morrison Participation. 50 millions d'euros dédiés à soutenir les femmes quittant des relations abusives, en les aidant à accéder à des services juridiques, au logement, à la formation professionnelle. Personne ne devrait avoir à choisir entre la sécurité et la survie, dit-elle aux caméras. Personne ne devrait être confronté à l'itinérance parce qu'il a quitté quelqu'un de cruel. Cette fondation veillera à ce que les femmes aient les ressources nécessaires pour reconstruire leur vie, tout comme j'ai reconstruit la mienne. Les journalistes posèrent des questions sur Nicolas. Elle refusa de répondre. Il ne s'agit pas de lui. Il s'agit des milliers de femmes confrontées à des situations similaires qui n'ont pas les ressources dont j'ai hérité. Il s'agit de transformer la douleur en un objectif. La conférence de presse devint virale. En quelques heures, les dons affluèrent de personnes inspirées par son histoire. En quelques jours, d'autres entreprises promirent des fonds de contrepartie. En quelques semaines, la fondation disposait de ressources suffisantes pour aider des centaines de femmes à échapper à des situations qui les auraient tuées. Manon examinait personnellement les demandes, lisant des histoires qui reflétaient la sienne, des maris qui volaient de l'argent, des partenaires qui utilisaient les enfants comme des armes, des familles déchirées par une cruauté déguisée en amour. Elle approuva le financement pour toutes. Chaque femme qui recevait de l'aide était l'échec de Nicolas transformé en salut pour quelqu'un d'autre. Cela lui procurait un bien-être que la vengeance n'avait jamais apporté. Valérie la trouva au bureau tard un soir, examinant les demandes de la fondation au lieu de dormir. Vous allez vous épuiser si vous ne vous reposez pas. Manon leva les yeux, l'épuisement visible sur son visage, mais un but brûlant dans ses yeux. Je me reposerai quand ces demandes seront traitées. Ces femmes ne peuvent pas attendre. Je sais ce que c'est que d'attendre. Valérie s'assit en face d'elle. Votre grand-mère disait la même chose. Elle travaillait jusqu'à l'aube si cela signifiait aider quelqu'un qui en avait besoin. Vous lui ressemblez plus que vous ne le pensez. Manon sourit. Je l'espère. Elle a construit quelque chose qui a duré. Je veux faire de même. Les mois poursuivirent leur marche implacable. Morrison Participation s'étendit sur de nouveaux marchés. La fondation aida sa 100e femme. Le fils de Manon fit ses premiers pas dans le Penthouse, entouré de sécurité et d'amour. Le nom de Nicolas disparut des gros titres, remplacé par des articles sur le succès de Morrison. Parfois, Manon se demandait s'il pensait à elle, s'il comprenait ce qu'il avait créé en la jetant. Probablement pas. Les hommes comme Nicolas comprennent rarement les conséquences. Ils les subissent simplement sans apprendre. C'était bien ainsi. Elle n'avait pas besoin de sa compréhension. N'avait pas besoin de ses excuses. N'avait besoin de rien de sa part car il n'avait plus rien à donner. Un an après la neige, Manon se tenait devant la tombe de sa grand-mère, son fils tenant sa main alors qu'il marchait à pas mal assuré à ses côtés. Je l'ai fait, murmura-t-elle à la pierre tombale. J'ai réclamé l'héritage. J'ai bâti l'empire. J'ai transformé la souffrance en force, comme tu me l'as appris. Et je m'assurerai que ton héritage vive pour toujours. Le vent attrapa ses cheveux, chaud maintenant au lieu de glacial.
Le printemps était arrivé. L'hiver était fini. Elle pensa à la femme qu'elle avait été, naïve, confiante, brisée. Cette femme était morte, enterrée dans la même neige où Nicolas l'avait jetée. À sa place se tenait quelqu'un de plus dur, mais pas cruel, puissant, mais pas corrompu, riche, mais pas vide. Avez-vous déjà regardé en arrière qui vous étiez et à peine reconnu cette personne? La transformation est-elle une perte ou une évolution? Pleurons les personnes que nous étions ou célébrons-nous qui nous sommes devenus? Alors qu'il retournait à la voiture, le téléphone de Manon vibra. Jean, avec la nouvelle que Morrison Participation venait d'être nommée l'une des entreprises à la croissance la plus rapide du pays. Valérie, confirmant que l'hôtel de Paris avait remporté des prix internationaux. Un email de la fondation la remerciant d'avoir changé la vie de quelqu'un. Des messages lui rappelant que ce qu'elle avait construit comptait, que la douleur avait un but, que la cruauté de Nicolas avait accidentellement créé quelque chose qu'il ne pourrait jamais détruire. Une femme qui comprenait que le vrai pouvoir ne vient pas de blesser les autres, mais de les aider à s'élever. Elle attacha son fils dans son siège auto, l'embrassa sur le front, et retourna vers la ville où son empire l'attendait. Le rétroviseur montrait le cimetière s'estomper derrière elle. Le passé reculant comme il était censé le faire. L'avant était la seule direction qui comptait maintenant. En avant vers l'héritage qu'elle construisait, l'empire qu'elle étendait, l'avenir qu'elle créait pour son fils et pour chaque femme qui avait été jetée par quelqu'un qui ne comprenait pas sa valeur. Nicolas avait pensé que la détruire le libérerait. Au lieu de cela, il l'avait libérée pour qu'elle devienne quelque chose qu'il ne comprendrait jamais. Puissante, déterminée, et complètement, absolument, inarrêtable.